Les clichés de Maurice, c'est qu'il n'y a que des plages. Qu'en fait, on ne travaille pas, qu'on est à la plage toute la journée ou qu'on travaille 2 heures par jour. Que le reste du temps, on est sur un transat. C'est faux. L'île Maurice, c'est vraiment une destination uniquement pour bronzer à la plage. C'est faux. Les expatriés s'installent tous dans les mêmes endroits. Ça devient de plus en plus faux. Il n'y a plus de coins secrets et préservés à Maurice. C'est faux. La vie à Maurice coûte autant qu'en Europe. C'est vrai. Les nomades digitaux peuvent facilement trouver des espaces de travail à Maurice. Oui, c'est vrai. À Maurice, tout le monde parle uniquement créole. C'est faux. L'île Maurice est parfaite pour les vacances en famille. C'est vrai. La période cyclonique rend impossible tout voyage à Maurice. C'est faux. C'est compliqué parce qu'en fait, là, tu rentres en période cyclonique et en vrai, on peut tout à fait voyager. La cuisine mauricienne, c'est que des currys indiens. C'est faux. Vivre à Maurice sans voiture, c'est tout à fait faisable. Oui, c'est vrai. Ok. D'accord. Eh ben, je suis pas d'accord avec celle-là. Oui, Charlotte, bonjour, bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas très bien, que tu es en forme. Ça va, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Oui, merci Charlotte. Dans notre podcast, tu accompagnes les personnes qui veulent découvrir l'île Maurice, que ce soit pour s'installer, que ce soit pour visiter l'île. Tu connais les secrets, tu connais l'île comme ta poche, tu sais, tu es une débrouillarde, tu sais trouver tout ce qu'il faut pour les gens qui viennent ici. Et tu as un compte Instagram dans lequel tu partages aussi tes pépites. Et dans cet épisode spécial, nous allons te poser plein de questions sur l'île Maurice pour les personnes qui vont nous regarder, qui préparent peut-être un voyage, qui préparent une expatriation et qui ont besoin d'être au cœur du réacteur. Ou même des vacances. Oui, vacances aussi. Bienvenue. Vacances aussi. Merci Alors, beaucoup. Comment en es-tu arrivé à vivre à l'île Maurice et à faire ce que tu fais aujourd'hui? Alors, moi, je viens du sud de la France. Je suis au départ assistante vétérinaire. Donc, on est quand même... Rien à voir. Rien à voir. Et en fait, je faisais ça depuis, on va dire, 5 ans. Et à 25 ans, donc, j'étais déjà dans une relation de couple bien installée. Ça se passait très bien. Et il y a eu un moment où j'ai dit à mon conjoint, écoute, là, s'il y a un changement de vie, c'est maintenant. J'ai besoin de changement, on est jeune, on n'a pas fait d'investissement encore, on a des boulots encore où on peut bouger, donc on s'est dit, si c'est maintenant. Et en fait, il en a profité pour demander sa mutation dans le cadre de son travail, et il y avait Maurice qui proposait effectivement un poste pour lui. Donc on a foncé. Évidemment, pas les yeux fermés parce que c'est quand même un gros changement, surtout que nous, on n'a jamais fait de gros voyages avant. Ah oui. Donc en Le fait, premier gros voyage, c'est Maurice. Voilà. Donc en 2015. Ouais, voilà, c'est ça. Tant qu'à faire, autant faire un truc de ouf, quoi. Donc en fait, novembre 2015, voyage de repérage, et là, en fait, coup de foudre pour moi, pour Maurice. En fait, au bout de 2-3 jours, j'ai eu la sensation d'être complètement à ma place, et ce qui n'avait pas été le cas en France pendant toutes mes années, ma petite enfance, adolescence, tout. Je me suis jamais sentie aussi bien que là. Et en fait, rapidement, ça a été... j'étais convaincue. En 2015, ce voyage de repérage a duré combien de temps? 2 semaines et demie, 3 semaines. C'est marrant, en fait, tu as fait un voyage de repérage et 10 ans plus tard, tu aides les gens à faire ça, quoi. Ouais. Tu leur organises leur voyage de repérage, c'est quand même fou. C'est ça. Coup de cœur, et au bout de combien de temps vous êtes rentré? Après, au bout de combien de temps vous êtes dit on va s'installer et on y va? Un mois. Un mois pour tout faire, ouais. Tout empaqueter, tout résilier, les loyers, les machins, les trucs. En fait, on avait déjà préparé pas mal de choses en amont, justement, pour se dire... En fait, on était très décidés. On voulait juste vraiment confirmer à 100% qu'il n'y ait pas de petits couacs à l'arrivée ou même de gros couacs. On s'est dit... c'était vraiment juste pour confirmer, mais on était sûr à 95% de notre choix. Pourquoi, à l'époque, vous vouliez partir? Vous avez pas... Là, tu as un enfant aujourd'hui, vous avez un enfant, donc vous étiez un jeune couple dynamique. Tout était possible. Pourquoi partir de France? Il y avait un besoin de m'ouvrir sur autre chose. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine. Je déteste ça. Par exemple, travailler dans une même entreprise pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est pas du tout quelque chose qui me convient. Je m'ennuie très très vite, je me lasse très vite. Donc en fait, j'avais fait le tour déjà en fait de mon activité dans une clinique vétérinaire en fait, où je me suis dit ok, c'est cool, c'est une super expérience, j'ai appris énormément. Mais là, j'ai besoin d'autre chose. Et en fait,
pareil, en France, comme je dis, je me sentais pas forcément en phase avec mon environnement, avec les gens autour de moi, même si j'ai des proches, j'ai des amis avec qui ça se passait bien, mais il manquait... Tu ne te sentais pas challengée? Non. Je me sentais pas... j'ai l'impression, en fait, que mon potentiel n'était pas exploité, en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai un peu soumis l'idée comme ça. Si tu veux, c'est maintenant. Et du coup, lui, en fait, était partant, parce qu'il est toujours très... il est toujours assez spontané et il veut toujours bien me suivre dans mes aventures et un peu dans mes folies, parce que c'est vrai, quand il y a des grandes décisions ou des changements de plan, c'est en général moi qui amorce, c'est lui qui suit, quoi. Et là, vous aviez déjà un enfant? Non, Okay. On n'avait pas d'enfant. En gros, ce que je lui ai dit, c'était soit on commence à penser à un enfant, soit on part. On est parti. Comment c'est les femmes qui maîtrisent le destin. Tu choisis. C'est ça, tu choisis. Tu choisis, c'est moi qui choisis ou c'est moi qui choisis? Et t'étais en CDI? Ouais. Alors j'étais en CDI dans une clinique et en fait ça allait pas dans cette clinique-là, ça n'allait pas, donc en fait. En France? Ouais, clairement. Et t'es venu faire quoi, Maurice, la première fois? Alors en fait la première fois au début, donc quand on est arrivé en janvier 2016, j'ai dit je prends un mois, je ne fais rien. Okay. Sauf que hyperactive, au bout d'une semaine, j'en avais marre, donc ça m'a vite je voulais passer à autre chose, je voulais vraiment commencer cette nouvelle vie. Donc, j'ai demandé à un parc animalier, donc à Maurice, s'il cherchait des bénévoles, en fait, déjà pour commencer. Au bout d'une semaine? Au bout d'une semaine, au bout d'une semaine. Moi, il fallait que je travaille, en fait. Parce que je savais qu'à Maurice, pour trouver un travail donc rémunéré quand on est expat, c'est très compliqué parce que à l'époque, les accès aux postes donc très spécialisés n'étaient possibles qu'à un certain montant. Donc, en fait, à l'époque, c'était 60 000 roupies pour avoir un poste dans une compagnie qui s'occupe des animaux. Ça fait 1 200 €. En fait, c'était le salaire minimum pour les salariés expatriés qui viennent travailler à Maurice. Oui, c'est ça. Il y a un salaire qui est minimum. C'est ça. Donc, nous, à l'époque, nos salariés, effectivement, on devait les payer au minimum 60 000 roupies mensuelles. Oui, c'est ça. Si ce sont des expatriés, donc des parce Français. Qu'ils étaient français, belges, etc. C'est ça. Et oui, parce qu'à l'époque, 60 000 roupies, ça devait bien faire 1 500 €. Exactement, ça faisait 1 500 €. Donc en fait, il faut savoir que le salaire moyen à Maurice, à l'époque, c'était pas du tout ça. C'était autour de 250. Donc on était quand même sur des salaires qui étaient très très élevés. Donc j'ai dit, allons commencer comme bénévole. De toute façon, là, j'ai pas de taf. Donc, mais je savais, au fond de moi, je savais que je venais là pour justement trouver quelque chose qui allait me correspondre, quoi. Et j'étais convaincue que c'était là-bas qu'il fallait que j'aille. Et au bout d'un mois, on m'a proposé un poste. Donc ça a été très rapide. J'ai fait mes preuves très très vite. Ah oui. Donc ça a été c'est vraiment... smart, ça, en mode je viens comme bénévole, mais en fait je suis recruté à la fin parce que je suis indispensable. Enfin, j'apporte autant de valeur, quoi. C'est excellent. En fait, au départ, c'était j'y suis allée en mode je viens donner un coup de main. De quoi vous avez besoin? Et en fait, je me suis vraiment pas fondue dans la masse, mais je me suis intégrée. En fait, le truc qu'il y a, c'est que c'est ça, quand on vient comme expat, il faut laisser un petit peu ses a priori derrière. Et, on va en parler dans un instant. On part vraiment de zéro. Et en fait, moi, je me suis retrouvée dans une équipe où il y avait 10 personnes, dont peut-être la moitié qui parlaient français. L'autre moitié ne parlait que le créole. Donc en fait, et après le créole en accéléré du coup. Ouais, en 3 mois, 3 mois et demi. Et le superviseur était sud-africain. Donc pour la communication, donc quand je voulais lui parler à lui, c'était en anglais. Quand je parlais donc aux garçons avec qui j'étais, c'était en créole ou en français. Donc il faut être assez souple. Mais du coup, la gymnastique cérébrale au début, on rentre le soir, on est fatigué, mais après c'est une tu habitude, parles tu parles créole couramment? Ouais, tout à fait. Ça c'est bien, c'est une vraie plus-value. Ouais. Et donc, tu as eu ton salaire à 60 000 roupies? Alors, j'ai eu un salaire un peu plus bas parce qu'on m'a proposé donc un autre type de contrat que je ne connaissais pas. Entre-temps, donc j'ai pas eu mon salaire à 60 000 roupies, mais j'ai eu un salaire un petit peu en dessous. Mais j'ai eu un salaire. Donc c'est déjà très très bien. Top. Et combien de temps t'es resté dans ce job-là? J'ai fait environ 2 ans et demi. Ok. Et après? Et après, en fait, du coup, j'ai commencé un petit peu à travailler sur d'autres projets. Il faut savoir que j'ai eu des problèmes de santé à ce moment-là qui se sont déclarés. À l'âge de j'avais 27 ans. Ouais, c'est ça, j'avais 27 ans. En fait, j'ai commencé à avoir des petits soucis gynécologiques et en me disant, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, je suis allée voir un médecin qui m'a dit, écoutez, madame,
C'est soit vous avez une masse dans l'utérus qui cause ces problèmes-là, soit vous avez un cancer. Wow. On ne sait pas. Donc j'ai 27 ans. Ouais. C'est un petit coup de massue là. Un petit peu. Et en fait, donc il me dit on va vous faire des tests et en fonction de ce qui revient, on va adapter quoi. Je lui dis mais les tests c'est combien de temps? On m'a dit c'est 3 semaines pour attendre les résultats. Donc un peu violent. Et en fait, il s'avère que donc c'était pas un cancer, c'est un fibrome. Et en fait, ça me causait énormément de gêne au quotidien parce que c'était des symptômes qui ressemblent pas mal à l'endométriose, pardon. Mmh. Donc très, très handicapant au quotidien, surtout quand on est sportif, comme moi je suis une grosse sportive. Donc j'étais très gênée, très handicapée dans mon quotidien. J'étais obligée de prendre un traitement au long cours pour justement gérer les symptômes, pour pouvoir continuer à avoir une vie normale, parce que c'était vraiment intenable. Et en fait, s'est posé la question d'avoir un enfant. Oui, c'est ça, bien sûr. Un enfant, parce qu'on se dit, est-ce que il y a un impact sur ma fertilité? Et effectivement, il y en avait un. Donc en gros, on m'a dit, écoutez, nous, la seule solution qu'on voit là pour vous, c'est donc une opération donc, en cœlioscopie pour essayer justement d'avoir un enfant après. Mais en fait, vous allez avoir un timing qui va être relativement serré parce que ça peut revenir. Ok. Donc, on ne sait pas. Donc, j'ai dit, Et au début, nous, c'est vrai que la question d'avoir un enfant, on n'était pas trop dedans parce qu'on était tellement épanouis par notre vie à Maurice. Notre vie pro nous allait très bien, perso, tout allait bien. En fait, on s'est dit, un enfant maintenant, écoute, je sais pas. Et en fait, quand on s'est retrouvés devant le fait accompli, on a dit, évidemment, c'est maintenant, c'est maintenant. Quoi. Et tout ça, c'était à Maurice, les examens, le suivi, etc. Tout. Parce que c'est intéressant, il faut en parler aussi, parce que c'est pas anodin, c'est pas un petit bobo au pied, c'est pas une cheville cassée, et tu as quand même été bien suivi. J'ai été extrêmement bien suivie, j'ai reçu vraiment le meilleur des accueils, mais quand je dis le meilleur des accueils, j'étais dans une clinique privée donc pendant toute la durée du traitement en fait qu'il y a eu avant et après en fait quand on a amorcé donc le projet d'opération, c'était vraiment avec une technique à Maurice qui n'était pas hyper développée parce qu'il y a à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui opéraient en cœlioscopie. C'était plutôt une opération type césarienne et on retire, voilà. C'était en quelle année ? En 2019. Okay. En fait, on a parlé de l'opération en 2019 et on m'a opéré donc, le jour de mes 30 ans, 24 janvier 2020. Ah, c'est... Ouais. Cadeau ? Ouais, je l'ai pris comme un cadeau parce que vraiment, c'était... À Maurice, du coup ? À Maurice. Ou c'est à Welkin ? Non, c'était à la clinique du Bon Pasteur à Roseville. Oui, ok, je vois. Qui est très, très bien. Ouais. Et j'ai été bien passé. Très, très bien passé. Et mon conjoint a même pu assister à l'opération. Donc, c'était c'est sportif, c'est un truc que je ferais jamais. Mais du Alex coup, a quelques petits problèmes avec l'univers hospitalier. Je suis un grand phobique des hôpitaux. Ah non, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est intéressant ça parce que c'est vrai que souvent les gens se disent les expatriés français dès qu'ils ont un problème de santé, hop, ils vont tout de suite en France. Pas du tout. Nous, dans la majorité des cas, justement, quand il y a un problème de santé, on regarde déjà si c'est possible. Oui, c'est ça. On a confiance en fait. Moi, j'ai confiance. En tout cas, dans les médecins mauriciens, il y a énormément d'excellents médecins. Et surtout qu'il y en a beaucoup qui ont fait leurs études en Angleterre, en France, en Afrique du Sud, partout quoi. Tout à fait. Ils sont parfaitement qualifiés, quoi. Oui, tout à fait. Ils sont tout à fait qualifiés. Et j'ai eu une super récupération. J'ai pu reconduire très vite. Ça s'est très bien passé. Et du coup... Super. Gros soulagement. Énorme soulagement. Et puis se dire, ça y est, c'est derrière moi. Donc on s'est dit, du coup, pour le projet d'enfant, comment ça se passe? Et on m'a dit, écoute, tu fais gaffe pendant 5 mois, tu fais un peu attention. Et puis après, vous pourrez essayer de concevoir. Et en fait, mars 2020, comme tout le monde, Covid, donc tout le monde confiné et tout. Et puis, au bout d'un mois, je me rends compte qu'il y a un petit problème quand même. Et en fait, j'étais déjà enceinte d'1 mois. Ah ouais. Donc, on a eu beau faire attention, c'était maintenant. Donc, comme quoi l'opération a vraiment bien marché, bien fonctionné. Donc, on était absolument ravis, forcément effrayés aussi, parce que vu que je venais de me faire opérer, on s'est dit, mais est-ce que ça va bien se passer? Donc, on a revu le chirurgien qui m'avait opéré, qui m'a dit, t'inquiète pas, ça va très bien se passer, on va te prendre en charge, on fera ce qu'il faut. Mais par contre, tu vas être très suivi et puis ce sera nécessairement une césarienne, donc programmée. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Et en fait, rapidement, on s'est rendu compte que
Maurice fermait ses frontières pour rentrer-sortir. Toi, tu l'as vécu, hein, je pense, et on pouvait plus ni même aller à la Réunion ou quoi, si jamais il y avait un gros problème. Je sais plus, on est resté enfermé combien de temps, 1 an et demi, 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça, quasiment 2 ans. Ouais. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que moi, vu que j'avais une grossesse à risque, avec un risque d'accouchement prématuré, par rapport à tout ce qui était assurance, etc., on m'a juste dit, madame, s'il y a vraiment un gros problème avec votre accouchement, on n'est pas sûr d'avoir justement les infrastructures, le personnel, tout. En fait, qu'est-ce qui manque ici, par exemple, dans ce genre de... c'était la gestion de l'urgence. Parce que ma femme était enceinte à la même période, et en fait, il n'y avait plus personne. Ouais, il y avait personne. Les gens étaient confinés. Donc, tu avais des petites cliniques qui étaient juste fermées, en fait. Tu avais une personne, une secrétaire, et tu avais un médecin de temps en temps. Oui. Mais nous, pour le suivi de la grossesse de Lila, pour Lila, quand elle était enceinte, Emma, on a eu des difficultés à obtenir des check-up de rendez-vous, parce qu'en fait, tout était fermé. Donc, en fait, les gens ne travaillaient pas. Mais c'était quoi, en fait, pour toi, du coup, c'était plus ce problème-là, ou parce qu'il n'y avait pas le personnel assez compétent ou, Non, c'était un peu les deux, parce qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est que c'était un cas un peu atypique. Tu vois en fait, si tu veux, ils avaient ce que j'appelle un utérus cicatriciel, donc qui n'était pas bien cicatrisé. Et pour tenir une grossesse donc sur la longueur, c'était risqué. D'accord. Et ils se sont dit, si vraiment on a une grosse urgence, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Donc en fait, on m'a dit, si moi le médecin me l'a dit, il m'a dit, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est rentrer pour maximiser les chances que ça se passe bien, en fait. Et toi, du coup, tu as la CFE plus mutuelle ? Alors, à l'époque, on n'avait que la mutuelle locale. Ok. Parce qu'on était jeunes, on était YOLO. Quand tu dis que t'es jeune, bon. En fait, non. Du coup, moi, quelque part, je me suis dit... c'est là que je me suis rendu compte que la CFE, c'était quand même... Donc, petite dédicace aussi à tous ceux qui disent oui, machin, vous rentrez en France, etc. Il y a 2 choses qu'il faut savoir. La première, c'est que tu as cotisé avant de partir et que, à un moment donné, c'est normal d'en profiter. Et 2... nous, on cotise à la CFE plus une mutuelle qui nous couvre sur tous les pays. Et ça nous coûte entre 6 et 8 000 euros l'année. Donc évidemment que si on a un problème, on va se faire soigner pour là où on paye, c'est-à-dire Maurice et la France s'il faut. Donc juste un petit message pour ceux qui pensent qu'on ne paye pas et qu'on vienne pour se faire soigner gratuitement. Non, pas du tout. Non, c'est faux. Et d'ailleurs, que ça peut être, en fait, si ça arrive en fait, d'aller en France pour faire soigner quand on est expatrié, c'est parce que sur place, dans le pays où on est, donc ça peut être Maurice ou n'importe l'autre, il n'y a pas les infrastructures nécessaires, mais on pourrait aller en Afrique du Sud si eux sont qualifiés, ou dans n'importe quel pays où évidemment notre assurance nous couvre, mais on ne va pas en France se faire soigner gratuitement, on cotise pour ça. Exactement. Et puis pour ceux qui pensent, vous allez là-bas pour faire vos rendez-vous chez le dentiste, chez le machin, c'est complètement faux. Nous, tous nos soins sont à l'île Maurice depuis 8 ans. C'est ça. Voilà. Donc juste parce que il y a beaucoup de fausses idées, on va en parler, d'idées préconçues, mais comme ton histoire est super intéressante, on n'y est pas encore arrivé, mais il faut le dire. Donc je le dis. Vous avez préféré partir, j'imagine. En fait, t'as un instinct de survie maternelle, tu te dis, bon, on s'en fout. Pas de risque. C'est ça, en fait, le truc qu'il y a, c'est que j'ai raccroché avec le médecin, j'ai après l'assurance, après, forcément, pour en discuter. Et en fait, j'ai regardé mon conjoint et j'ai dit, on fait quoi ? Il m'a regardé, il me fait, on rentre. Et ça a été instantané. Dans la demi-journée, on était en train de tout revendre. On n'avait pas énormément d'effets, mais tout ce qui était meubles, les véhicules, à l'époque, on avait juste une voiture et une moto, parce que lui, il faisait pas mal de motos. Donc, on a revendu nos véhicules, on a juste pris le strict minimum, on a mis nos effets vraiment personnels auxquels on tenait vraiment, le PC, etc., dans un conteneur. Et en fait, on est juste parti avec nos 3 chats. Moi, enceinte de 2 mois et demi, on savait pas. C'était très tôt encore. Très très tôt. Donc on savait pas si la grossesse allait tenir non plus, mais on s'est dit c'est maintenant. S'il y a une décision à prendre, c'est celle-là parce qu'on veut que ça fonctionne, on veut que ça marche. Et en fait, j'ai ce souvenir, on est monté dans l'avion et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Ça devait être dur émotionnellement. Oh là 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 là. Tous les gens masqués, tu sais, tous les gens étaient masqués, et puis tout le monde se regardait, tu sais, un peu en chien de faïence. Il y en a un qui commençait à tousser, tout le monde se mettait à hurler, tu vois. Enfin, c'était vraiment le début. C'est vraiment tu portes la vie et en fait, tu es entouré de messages de mort et de survie. Ça devait être. Et puis, tu as quitté l'endroit où tu voulais être, absolument. Ça devait être très difficile émotionnellement. J'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré parce qu'en fait, il faut savoir qu'ici, c'est pas juste le cadre de vie qui m'a séduit, c'est vraiment les personnes que j'ai rencontrées, les amis que je me suis faites. Surtout, j'ai un groupe d'amis, on est très 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 proches, on est fusionnels tout ensemble. Et en fait, on s'est vus, je crois, 2 jours avant notre départ.
Et ça a été un déchirement. Mais physiquement, j'étais mal, j'étais vraiment pas bien parce qu'en fait, je savais que je retrouverais jamais une relation aussi puissante avec d'autres personnes en France. Même si, voilà, nos proches en France étaient contents, ils se sont dit « Ah, mais on va se voir vachement plus et tout, c'est cool, ça va être comme avant, etc. » Bah, en fait, il y a eu quand même ouais, j'étais brisée, mais vraiment brisée, quoi. Même moi, j'étais surprise, entre guillemets, de la réaction que j'ai eue. Et en fait, arrivé en France, Charles de Gaulle, quoi. Tu commences fort, là. Ouais, arrivé à Charles de Gaulle. Mais en fait, le pire, c'est qu'en plus, je me suis fait agresser dans l'ascenseur en arrivant. À la base, écoute, une bonne agression, c'est important quand même pour poser les bases. Ouais, non, c'était super sympa, super agréable. Donc voilà, violence, alors qu'en fait, à Maurice, on est toujours très bien accueillis, les gens sont souriants, avenants. Il n'y a jamais, il y a très rarement un mot plus haut que l'autre. Hein. Franchement, on est beaucoup dans le respect mutuel. Et là, en fait, Charles de Gaulle, alors que ça faisait peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'on n'était pas rentrés, et je me suis dit, mais on est où là? Et là, en fait, le truc c'est qu'on a atterri à Charles de Gaulle donc avec nos 3 chats et il fallait, parce que nous on est du sud de la France, donc il fallait prendre une voiture pour descendre jusqu'à Nice parce qu'il n'y avait aucun vol qui voulait prendre nos 3 chats donc de Paris à Nice. Oui. Donc on arrive pour récupérer la voiture. Le loueur nous dit votre carte bleue ne passe pas parce que c'est une carte mauricienne, donc on peut pas vous donner la voiture. Donc on est parti finalement avec un trafic et avec moi enceinte derrière siège, pour faire du 100 km. Ouais, à peu près. Et les 3 chats derrière qui hurlaient. Oh non. Horrible. Avec 4 valises et c'est tout. Donc on a fait la route sur une journée. Donc c'est très éprouvant et retourner dans la maison de mon enfance. Mon père était là et ça a été vraiment très choquant. Et en fait, on se dit, ok, donc là, c'est reparti, quoi. C'est reparti. Et du coup, au début, on se dit, là, de toute façon, on se focus vraiment sur la grossesse. C'est ça. Ça s'est bien passé ? Ça s'est pas très bien passé. Parce que j'essaie de trouver une lueur d'espoir pour tout ça. Ça s'est pas très bien. En fait, rapidement, j'ai dû être alitée. Oui. Parce qu'en fait, j'avais forcément tu t'y attendais peut-être un peu. Je m'attendais à ce que ça se passe pas aussi bien que ça. Mais bon, j'ai un tempérament assez fort et je suis très dynamique, je bouge beaucoup. Donc, au bout de 3 mois et demi, 4 mois, on m'a dit écoutez, vous avez un col qui bouge, donc va falloir se détendre et rester le plus possible au repos. Donc, j'ai été alitée pendant presque 5 mois. Wow. Ah oui, c'est. Et je me suis auto-confinée parce qu'en fait, avec le pari qu'on avait fait de rentrer, de se dire c'est bon, je reviens pour accoucher en France pour que ça se passe bien et pour en fait, on n'était pas du tout sur une optique où on accouche, j'accouche et on repart en fait. C'était j'accouche, on reste là. Ah bon, La dynamique, c'était pas repartir. Pourquoi ? En fait, parce qu'en fait, par rapport au travail de mon conjoint, il avait demandé à revenir. Donc là, de retour en arrière, quoi. En gros, c'était pas à la carte, c'est genre je reviens, je repars, machin. C'est non, tu reviens en France et tu t'installes. Voilà. C'était on revient, quoi. Ouais. Et le truc c'est qu'en plus, quand lui, il est revenu, donc il est revenu en mode c'est bon, je reviens au taf. On lui a dit non, en fait, finalement, on a changé d'avis. Donc, on te reprend pas. Wow. Surprise. Donc, en fait, on était tous les deux sans taf. Moi, enceinte. Il avait plus de travail, du coup. Il avait plus de boulot. Et en fait, du coup, parce qu'en fait, la boîte était en train d'être rachetée. Et du coup, il s'est fait virer ou comment c'est passé ? Non, en fait, il a été obligé de donner sa démission de sa boîte à Maurice. Donc, et pas de chômage, rien ? Non. En fait, en fait, on lui a dit tu donnes ta démission à Maurice et on te réemploie en France. Ah, les coquinots. Voilà. Mais en fait, ça s'est très bien passé. Franchement, il a une chance, il a beaucoup de chance. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine après, les nouveaux patrons de la boîte l'ont appelé, lui ont dit écoute, on a entendu parler de toi, on te reprend. Ah, ok. Putain, les montagnes russes, votre affaire. C'est ça, quoi. C'est bien, il fallait un podcast un peu aventure. Faut avoir l'air insolite. Donc, en fait, au bout d'une semaine, ils l'ont appelé, ils l'ont dit écoute, nous, on te reprend en 100% télétravail. Donc, sachant que nous, on est de l'arrière-pays, c'était plutôt très cool. Bien, ouais. Plutôt cool. Et ça me permettait aussi d'avoir quelqu'un avec moi, en fait, en permanence et pas être complètement isolé non plus, parce qu'en fait, il serait parti des journées complètes. Il était là, c'est cool. Et t'as accouché en France, du coup, dans ta région ? Ouais, j'ai accouché en France, j'ai accouché à Grasse. C'est bien passé ? C'est très bien passé. Pareil, j'ai eu franchement de la chance sur les médecins qui m'ont entourée, j'ai eu de la chance. La grossesse, vraiment très compliquée parce que, confinement, mais même autoconfinement pendant les périodes où effectivement on pouvait sortir et tout, je voulais pas prendre de risques en fait, j'avais tellement peur parce qu'à l'époque on savait même pas, on disait sur les enfants c'est pas trop ce que ça fait, tu vois. Donc oui, c'est vrai.
On s'est dit... Est-ce que tu penses que tu aurais pu vivre cette grossesse à Maurice? J'aurais clairement pu la vivre à Maurice, ouais. J'aurais franchement pu la vivre à Maurice et mieux, en fait, pour en tout cas ma santé mentale, je l'aurais mieux vécu, clairement. Mais bon, après, voilà. Après, tu as eu ton instinct de survie, tu t'es dit, j'optimise et je prends 0 risque, quoi. Jouons la carte de la sécurité. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais alors, qu'est-ce que tu fais là, Maurice? C'est ça, en fait, je voulais venir. On en vient ici, donc là, on a eu l'origin story. Ouais, c'est ça. Et il y a eu tous les émotions, le haut, le bas, machin. Normalement, Maurice, c'était fini. Comment ça se fait que tu es back on track in the biz, tous les deux, avec le petit? Alors, du coup, mon fils naît en novembre 2020, l'accouchement se passe bien, on rentre à la maison, et rapidement, en fait, je me dis, il va falloir retourner bosser. Parce que forcément, on était sur un revenu pour 3, donc va falloir retourner travailler. Et j'ai mon instinct maternel qui me criait de rester à la maison. Mais vraiment, où je me disais, en fait, le système en France, de retour, le congé mat, court. Assez court quand même. C'est combien? C'est 3 mois. 3 mois et demi, je crois. Court. Non, mais pour moi, c'est inconcevable. Mais moi, j'étais... Tu donnes ton enfant au bout de 3 mois à un inconnu. Mais je pouvais pas. C'était pas possible. Je suis quelqu'un de très... Je travaille beaucoup à l'instinct et je me suis dit, non, là, je peux pas. Et je peux pas. Donc, en fait, j'ai essayé de trouver une alternative en me disant, OK, je vais reprendre. Il va aller un petit peu en crèche au bout de 6 mois. Quelque chose comme ça, doucement, pour qu'il s'habitue, mais je ne veux pas le mettre plus de 2 jours et demi, quelque chose comme ça, par semaine. Donc, en fait, on était très seuls, on n'a pas eu la famille vraiment qui a pris le relais pour garder le petit. Mes parents habitaient en Haute-Marne, très loin. La maman de mon conjoint, elle habitait quand même à 1 heure de route, et elle travaille toujours, donc c'est comme ça, les gens sont occupés, on n'était pas à côté. Donc, on savait qu'il fallait qu'on se débrouille. Donc, j'avais dit, OK, allons reprendre un petit boulot à temps très, très, très partiel. Et en fait, ça ne fonctionnait pas parce que la crèche, donc les seuls jours où tu bosses, en fait, on t'appelle parce que ton gamin, il a la gastro, il a machin, il a truc. Ouais. Donc, forcément, vu que je suis la variable, entre guillemets, dans le couple, puisque le revenu majoritaire, c'était mon conjoint, forcément, c'est moi qui y vais. Donc, forcément, Et toi, tu travaillais dans quoi à ce moment-là? J'ai repris en clinique veto. Okay. En me disant, faut bosser. Ouais, donc, bien sûr. Pas le choix. Non. Ouais. Donc on a c'est marrant parce que du coup, t'étais déjà en clinique veto, ça te saoulait un peu, tu pars à Maurice, c'est un peu la belle vie. Et tu repars, et là, boum, ça a dû être particulièrement chaud. Ouais, c'était violent parce qu'en fait, moi, la clientèle en veto, elle est ce qu'elle est. C'est Josiane. C'est difficile. C'est difficile. En fait, on fait un travail où en fait, on se donne pour les animaux, mais on se donne aussi beaucoup pour les gens. Ouais. Et ça, en fait, on le dit moins, mais si on n'aime pas les gens, on peut pas faire ce métier-là parce qu'en fait, il y a une implication qui est émotionnelle, qui est forte quand même. Et du coup, en fait, moi, ce qui était violent, c'était les gens qui rentrent, qui disent pas bonjour, qui appellent, qui vous hurlent dessus parce qu'en fait, ils sont pressés et puis ils ont leurs problèmes. Et en fait, oui, mais je suis pas à l'origine de tes problèmes. Donc voilà. Et en fait, il y avait puis voilà, encore une fois, le contexte du Covid, on était en 2021. Tendu. Donc les gens étaient à cran, ils étaient tendus, donc c'était difficile. Et en fait, il faut savoir qu'entre le monde du travail à Maurice et le monde du travail en France, c'est pas du tout la même. Sur plein de plans. Et en fait, on avait beaucoup de pression, mais pas forcément, pas dans le mauvais sens du terme, mais voilà, il y avait beaucoup de choses à faire, quoi. Donc voilà, c'était. Et puis il y a une rigueur qui est quand même demandée dans le milieu médical, donc voilà, il faut que tu sois là. Et en fait, je voyais que ça n'allait pas, parce qu'en fait, moi j'avais mon cerveau de maman. J'étais pas dans un cerveau, je vais travailler de manière extrêmement carrée, rigoureuse et tout. Ma tête, elle était avec mon gamin. Ouais. Et en fait, un jour, on m'appelle. C'était mon deuxième job en clinique, parce que j'en ai fait un, et après, j'en ai trouvé un autre, qui était, donc, pour le coup, celui-là à temps plein. Et je me suis dit, j'essaye. Et en fait, je me suis ramassé, vautré, tout ce qu'on veut. Au bout d'un mois, j'en pouvais plus. En fait, je me levais, j'allais travailler, il faisait nuit. Je rentrais, il faisait nuit. La clinique, il y avait quasiment pas de vitres. Donc, en fait, on ne voyait pas le soleil. C'est dur. Tu t'es vraiment fait mal. Ouais. C'est vrai que quand c'est l'hiver en France, tu vas le matin au travail dans le noir, tu rentres dans le noir. Oh là là. Mais et je crois en plus que travailler dans un endroit fermé où il y a très peu de vue sur le dehors, c'est.
Moi, je me rappelle, j'avais ça en région parisienne quand j'ai bossé chez Direct Énergie. Putain, j'allais en métro, déjà c'est dans le noir. L'horreur, quoi. Tu sais, mais il pleut, c'est dégueulasse, tu rentres chez toi. Tu te dis, putain, mais quelle vie de merde. Quelle horreur. Et donc, c'était quoi le déclic pour te dire, en fait, non, on va peut-être repartir? Alors, ça n'a pas été on va peut-être repartir. C'est, il y a un moment là, en fait, il faut que tu acceptes que cette vie-là, c'est pas la tienne. Et Ok, j'ai cru que tu allais te résigner, mais en fait, non. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc un jour, la crèche m'appelle et me dit votre fils, il fait que pleurer. Il fait que pleurer. Et c'est un enfant qui pleure pas, c'est un enfant qui est très joyeux. Enfin, il était petit à l'époque, il avait 1 an. Voilà, beaucoup de joie de vivre, très souriant, qui pleure jamais, qui se plaint pas. Et en fait, elle me disait, mais en fait, du moment où vous le posez, votre conjoint le pose le matin et on revient le chercher l'après-midi, il ne fait que pleurer. Ah, c'est horrible. Et là, en fait, j'ai fondu en larmes aussi au téléphone. Et en fait, tout simplement, moi, j'étais dans le même état. Intérieurement, j'étais dans le même état. Et j'ai dit, on arrête tout, en fait. Donc, j'ai arrêté. Je me suis posée pendant, on va dire, 6 mois. J'ai repris un autre boulot en intérim, en me disant, ça va aller mieux, il est plus grand. Donc, j'ai fait de l'intérim à la Poste. À la Poste, c'est bien la Poste. J'ai fait d'intérim à la Poste, en me disant ouais, ça me laisse les après-midi pour m'occuper de mon fils, ça va être super et tout. Alors en fait, pas du tout, pas du tout. Est-ce que c'était en relation avec la clientèle? Non, oui, la clientèle, mais plutôt sur les tournées en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pas dans un bureau de poste, c'est vraiment sur les tournées. Okay. Ah, tu étais factrice? Ouais. Ah, mon frère aussi est facteur. Eh ben voilà. Ouais. Tu vois. Donc il pourra te dire, c'est pas simple tous les jours. Donc, même si on s'en fait une idée très cool, très zen. Oui, c'est pas le facteur dans Les Ch'tis là. Le film. Non, pas du tout. Non. Donc en fait, avec beaucoup de choses à faire, voilà, on te dit, aujourd'hui, tu vois, tu as 130 colis à livrer. Ouais, ça. C'est vraiment des gros volumes. Hein. Je pense qu'il y a du temps c'est pas mal. Ouais. C'était vraiment des gros trucs, avec des tournées, moi, qui changeaient toutes les semaines. Donc en fait, j'avais le temps d'apprendre une tournée, je partais sur une autre, dans un autre village. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Et pareil, au bout d'un moment, je me pose et je me dis, mais en fait, tu fais quoi ? Et on a eu l'opportunité en fait de repartir à Maurice pour des vacances. Donc en mai 2023. Ok. Donc 3 ans après être rentré. Ouais, 3 ans après être rentré. Putain, c'est long, hein. Ouais. 3 ans. C'est long, et surtout que moi, en fait, vraiment pendant ces 3 ans. T'en as chié, quoi. J'ai beaucoup pleuré, et surtout en fait, sur le plan social, amical et tout. Pendant ces 3 ans, je n'ai pas réussi à reconstruire quoi que ce soit. Et pourtant, je suis quelqu'un de sociable, je suis assez dynamique, voilà, je vais facilement vers les gens, mais là, il n'y avait rien à faire, ça ne fonctionnait pas. Après, c'est quand même plus facile à Maurice qu'en France. Ah oui, complètement. Oui. Et du coup, donc, on se dit, tiens, le petit, maintenant, il est plus si petit, mais si on partait en vacances à Maurice, et en fait, c'était un voyage mi-boulot pour mon conjoint, mi-vacances. J'ai dit, nous, on te suit, mais nous, on fait 4 semaines sur place pour juste revoir les copains et tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, on est partis donc, avec le petit, donc tous les deux. Je suis partie toute seule avec mon fils en premier, et mon conjoint nous a rejoints 1 semaine après. Ok. Et en fait, il y a eu, ça a été vraiment, j'en reparle, mais ça a été un chamboulement énorme. Quand l'avion s'est posé sur le tarmac à Maurice, j'ai eu l'impression de rentrer chez moi. La maison. T'as l'illumination, tu vois, spirituelle, philosophique, quantique. Oh, et en fait, j'ai versé une larme, 2 larmes, et en fait, c'est un de mes meilleurs amis qui est venu nous chercher donc à l'aéroport, et en fait, je l'ai vu, j'ai vraiment pleuré, mais fort, vraiment, c'était vraiment, ça venait de très loin. Mais mon gamin m'a regardé comme ça, qu'est-ce qu'elle a, maman? Et en fait, mon pote m'a dit welcome home, quoi. Ouais. Et c'était vraiment cette sensation-là. Incroyable. Et en fait, tout de suite, la vie d'avant, elle a repris, mais comme avant. C'était un truc de fou. Tous les copains étaient là, on se fait des trucs, on se voit, on va manger un truc, on va voir un tel. Et ça a été spontané. Ouais. Il y a une chaleur humaine, un accueil où on sent que vraiment, on est inclus dans cette vie-là, et on a notre place, quoi. Ton mari, il est arrivé et tu lui as dit assis-toi, j'ai un plan. Il faut qu'on parle. Assieds-toi, il faut que je te parle. C'était exactement ça. Incroyable. C'était exactement ça. En plus, quand on arrive à Maurice, c'est beau. C'est beau. L'aéroport, juste quand tu te poses l'avion, c'est pas Charles de Gaulle. Hein. Quand t'as pas la pluie, que t'atterris, que t'as pas la pluie. Quand tu vois, il y a la mer, il y a les montagnes. C'est beau. Tu sens quelque chose quand tu te poses à Maurice. C'est pas comme se poser à Charles de Gaulle. C'est merveilleux.
quoi. Et en fait, il est arrivé une semaine après, donc j'ai trop rien dit. Moi, j'étais à la moitié du séjour et je l'ai regardé, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Il m'a regardé, il m'a dit, mais comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Il a capté, t'inquiète. Il m'a dit, non, mais qu'est-ce que tu insinues et tout, et il m'a dit, non, mais... Enfin, je lui dis, non, mais voilà, moi, je suis vachement bien ici quand même, et ton gamin aussi. En fait, c'était aussi voir... Moi, je voulais voir si mon fils était heureux ici. Parce que pour moi, c'était l'élément et là, il avait quel majeur, âge? 3 ans? Il avait 2 ans et demi. Ouais, c'est pas très compliqué d'être heureux pour un enfant de 2 ans et demi à Maurice. 2 ans et demi à Maurice, globalement, t'es en maillot de bain toute la journée. Ouais. Tu vas dans l'eau, tout ça. La mer, voilà, donc c'était vraiment une super vie. Et puis voilà, je voyais que mon gamin était super heureux, super épanoui, content de rien en fait. Enfin, content de peu de choses finalement. C'est ça. Tu vois. Bien sûr. C'est vraiment, ça te ramène. Et en fait, quand tu imagines en fait sa chambre d'enfant en France où en fait t'as des jouets partout et en fait tu te dis, mais en fait ils ont pas besoin de tout ça. Ça aussi, c'est quand tu prends conscience de ça, tu te dis, waouh, en fait, on vit vraiment dans une bulle quand on est en France, en Europe, où voilà, on se rend pas compte. Et là, en fait, les gamins, ils sont tout à fait heureux avec 10 fois moins, voire même rien, et en fait ça va très bien. Et voilà, à la fin du séjour, j'ai regardé mon conjoint, je lui dis, mais on n'est pas bien là. Et il me regarde, il me dit, on est bien. On est bien. Et du coup, en fait, c'est vrai que... C'est vrai, je te coupe, c'est vrai ce que tu dis avec les enfants. J'avais jamais fait le lien d'ailleurs, parce que chez nous on a énormément de jouets d'activités Montessori dans tous les sens et tout. Et ici, bon, ils sont plus grands, un peu plus grands maintenant, mais il y a quasiment rien. Ils ont quasiment rien. Mais ils font toujours des trucs. Ouais. Tu vois, alors qu'à la maison, ils ont plein de trucs. À la maison en France, ils ont plein de trucs et ils s'ennuient. C'est ça, ouais. Alors qu'ici, ils ont rien et ils s'ennuient jamais. Les gamins, ils sont tout le temps dehors, ils ont plein de trucs à faire. Il y a toujours beaucoup d'activités, donc ils s'ennuient pas. Et en fait, hasard, pas hasard, etc. Mais on est rentré. En fait, il y avait une opportunité de repartir. Ok. Donc évidemment, moi j'ai poussé, mais par contre, voilà, c'était aussi un peu pas un pari, mais j'ai dit à mon conjoint, je dis par contre, on repart, mais donc tu repars avec un boulot comment? Il me dit, ça va être du présentiel, du coup, ce sera plus du télétravail. Mais il m'a regardé, il me dit, par contre, toi, il faut que tu construises un projet. Et vraiment, ça a été comme ça, tu construis un projet. Ouais, il me dit, condition, on repart, mais tu construis un vrai projet sur du long terme, qui fonctionne. T'as 1 an. T'as 1 an pour que ça marche. Pas un truc bancal. Ouais, il me dit t'as 1 an pour que ça roule. Donc moi j'ai défini des objectifs. Je lui dis voilà, mais c'était presque corporate en fait, la manière dont ça s'est organisé. Tu vois, c'était ok. Donc moi le plan de route c'est ça va se passer comme ça. Qu'est-ce que t'en penses quoi? Donc là c'est en 2023. 2023. À ce moment-là, vous êtes à Maurice quand vous en parlez? On a commencé à en parler à Maurice. Et en fait, quand on est rentré en France, donc c'était fin mai, début juin, j'ai vraiment commencé à construire le projet. Parce qu'en fait, il y allait avoir la rentrée scolaire, donc pour sa première rentrée scolaire pour mon fils au mois de septembre. Et je me suis dit, il y a l'été, on commence déjà à construire un projet. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais construire? Donc, de suite, la première envie que j'ai eue, ça a été de proposer mon expertise donc, sur tout ce qui va être santé animale, bien-être à Maurice. Et voilà, d'être un petit peu en entrepreneur comme ça et de venir sur des parcs, etc. Et venir accompagner sur des projets. S'il y avait des nouveaux animaux à apporter ou ce genre de choses-là, dire écoute, un peu de l'audit, tu vois, de se dire moi j'aimerais faire venir tant d'animaux, dans telles conditions, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, qu'est-ce que tu me conseilles quoi. C'était vraiment ça le projet au départ. Après, le marché est quand même resserré sur cette niche. Extrêmement niché, c'est très très niché. Tu vas à Casella et tu vas où sinon? Tu vas à Casella, tu vas à la Vanille, tu fais quelques cliniques peut-être, parce que je pouvais aussi donner de la formation, tu vois, comme assistante veto. Et en fait, je vois que rapidement, ça marche pas. Je fais un business plan, je regarde, je teste, je demande si les gens sont intéressés, ça répond pas. Je dis, c'est pas ça. Et je m'assois et je me dis, ok, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces années que tu as passées à Maurice? Tu connais des gens, tu as un super contact, tu parles le créole couramment, tu es débrouillarde, tu as envie de faire découvrir Maurice à tout le monde. En fait, construis un truc autour de tes compétences et de ton expérience, en fait. Et c'est vraiment de là que le projet est parti. Donc, je suis allée voir mon conjoint et j'en ai parlé. Il me dit ça, c'est bon, ça. Il me dit ça, je le sens bien. Bien marché là-dessus. Et franchement, voilà, il m'a fait confiance. Il m'a dit, OK, il m'a pas... Il m'a complètement laissé le champ libre. Il m'a dit, tu gères. Choisissez bien vos conjoints et conjointes. Parce que nous, on a eu des femmes, majoritairement des femmes, qui nous ont dit je peux pas faire mon projet parce que mon mari n'est pas d'accord, parce que machin, etc.
Et moi, quand j'entends ça, je trouve ça génial. Tu vois, d'avoir Ouais. une vraie confiance et de pousser l'autre en disant Oui. bah, vas-y, je te suis, c'est génial, il est trop bien ton projet. Voilà, je vous fais une petite note. Non, mais c'est une chance. C'est une Bah chance. ouais. Après, voilà, nous, c'est vrai que ça faisait déjà 13 ans qu'on était ensemble à Oui. l'époque. Donc, on se connaît depuis très longtemps. Et surtout, je pense qu'il a bien compris dans mon caractère que voilà, il fallait me laisser, Faire ton truc. Il fallait me laisser faire mon truc, il Ouais. fallait me faire confiance et surtout pas me fliquer, me veiller ou que Ouais, sais-je. ouais. Et donc de là, Coconut Travel est né. Ouais, Coconut Travel Mauritius est né. Du coup, en fait, au départ, c'était vraiment voyage. Ouais. Sans savoir au départ que le métier de travel planner existait. Donc je savais pas que ça existait. Ouais, donc tu es travel planner. Au départ, c'était ça, ouais. Au Travel départ, c'était planner, ça. donc en gros, c'est des gens qui viennent en vacances ici, tu leur fais leur voyage. Ouais, en fait, c'est des gens qui te demandent de leur organiser un petit peu, voilà, de leur donner beaucoup de conseils, en fait. C'est beaucoup Ok. c'est de la prestation de conseils, en fait. Donc tu vends du conseil. Ouais, exactement. Si je vais sur ton Instagram, c'est ton voyage à l'île Maurice autrement. Ouais. Voilà. Et j'aide les nomades digitaux et les futurs expats. Donc en fait, toute personne qui vient à Maurice, tu es capable de l'accompagner Absolument. dans soit son installation, soit dans la visite de l'île. Tout. Et en fait, au départ, c'était simplement voyage. Et rapidement, quand j'ai commencé, donc le projet a vraiment commencé à prendre forme en janvier 2024. Ouais. Donc, c'est récent. Où j'ai commencé à me former justement sur les réseaux, création de site web, parce qu'en fait, j'ai tout fait un peu seul. Oui, parce que tes clients, ils viennent d'où? D'Insta, du SEO sur ton site web? Alors, il y a eu beaucoup de bouche à oreille au départ. Ouais. Dans la pépinière d'entreprise dans laquelle j'étais, en fait, quand j'ai commencé, le bouche à oreille a bien marché. Donc, j'ai eu rapidement trois clients, Cool. 4 clients dès le départ. Donc, j'ai dit, bon, bah, super, quoi. Et puis, en fait, j'ai fait pas mal d'events, donc d'entrepreneurs, de choses comme ça, où je Comme présentais ça le qu'on s'est projet. rencontrés par ailleurs. Exactement. Ah, c'était Donc, au Work From. Ouais, quand j'ai fait une prise de parole à l'événement de Smart Traveler. Ah oui, j'étais il y speaker. a, en novembre. C'était ça, c'était en novembre? Ouais, c'est ça. Ouais, ok, d'accord. On s'est rencontrés là. Ok. Bah, Maurice, ça va très vite, hein, c'était motivé. Oui, bah, Ouais, ça bien va sûr, très très vite. ouais. Ouais. Et du coup, bah, là, on était encore en France à ce moment-là. Donc je me forme parce que justement, moi, sur les réseaux, j'étais pas du tout à l'aise. Je publiais jamais. C'était Ouais. pas mon truc. Mais je savais que nécessairement, si on revenait à Maurice, il fallait quand même que je sache communiquer puisque Ouais. ma cible était en Europe, quoi. T'as acheté des programmes ou t'as tout fait toute seule? J'ai tout fait seule. C'est bien. J'ai tout fait seule. Je me suis fait accompagner donc par un certain nombre de personnes. Donc c'est une pépinière d'entreprise, mais Ah oui, il y avait du conseil là-bas. Oui. Oui. En fait, c'était des modules de formation qui étaient offerts. Donc, Ok, c'était ok. 3 heures toutes les semaines. Ah, donc tu t'es formé en fait. Ouais, je me suis formée en fait. Et c'était Super. vraiment des accompagnements basiques. Mais après, en fait, si on voulait passer sur des choses beaucoup plus personnalisées et plus en profondeur, il fallait donc parler au coach qui était là et prendre une prestation Ok. payante. Mais en fait, j'ai rapidement compris comment Ouais, les t'as choses compris le truc. fonctionnaient. Ok. Donc j'étais assez à l'aise avec les outils, mais pas avec les plateformes en fait. Mmh. Donc j'avais quand même cette chance-là. Et donc en mars, ça commence vraiment. Et entre-temps, on a eu l'accord pour revenir à Maurice. Ok. Donc on avait déjà commencé à préparer en amont les départs des animaux, etc., qui est un Toujours sujet, gros sujet. Donc, un les chats. gros sujet. Ouais, Sur 3. le- On Trois- avait toujours 3 trois chats. chats. 3 Ouais. chats. À l'aller, on est venu avec un seul. Donc en 2016, on est venu avec un seul. Ouais, Et on en a adopté 2 à Maurice. ouais. Donc on était reparti en France avec 3 et on est revenu à Maurice avec 3. Oui, c'est un sujet intéressant puisque tu Ouais. vas d'ailleurs accompagner nos clients pour les aider sur ces sujets-là, des animaux, dans le programme d'expatriation. Un vrai sujet, hein, Ouais. les animaux. Et oui. Donc Charlotte va intervenir aussi. D'ailleurs, les gens peuvent s'inscrire. Oui, sur notre challenge oui. expatriation. Le lien est en bas. Oui, Vous retrouverez Charlotte pour la Kick-Off Week. oui. Mais là, ça, on peut pas trop spoiler parce que là, Non. c'est. Non. En tout Mais cas, elle sera dedans, d'une en tout manière cas, ou d'une peu autre. vous allez- importe quand ouais. les gens regardent cette vidéo, inscrivez-vous. Oui. Parce qu'il est bien possible qu'on refasse des challenges. Exactement. Donc, au moins, ils seront inscrits pour le prochain. Le lien est en dessous. Exactement, inscrivez-vous maintenant. Donc, permis, vous revenez, Permis, les on premiers clients. revient. Ouais. Alors, Premier client. j'ai des questions, on a des questions sur ton activité. Donc, maintenant qu'on a fait l'origin story, là, on a eu un beau webinaire. Ouais. On a été Ouais. touchés. Ouais, ouais. On a failli pleurer. Ouais, on a failli Ouais. pleurer. À un moment donné, on dit ouais, après, on s'est dit non, ouais, non. Ouais, franchement, tu nous as mis très bien. Donc, maintenant, sur ton activité, quels sont les plus gros clichés que les futurs expatriés ont sur l'île Maurice et comment réagissent-ils lorsqu'ils découvrent la réalité? C'est intéressant ça. C'est quoi les clichés de Maurice? Les clichés de Maurice, c'est qu'il n'y a que des plages. Ouais.
Il n'y a que des plages. Qu'en fait, on ne travaille pas. Ouais. Qu'on ne travaille pas du tout. Qu'on est à la plage toute la journée ou qu'on travaille 2 heures par jour et que le reste du temps, on est sur un transat. C'est faux. Et qu'on s'emmerde. Et qu'on s'emmerde, en fait, clairement. En fait, on a très vite fait le tour. Ouais. Alors que moi, je le dis. J'ai découvert Maurice la première fois en 2015. Je n'ai pas encore tout vu. Ouais. J'ai pas encore tout vu. 10 ans plus tard. Ouais. Ouais, c'est vraiment une croyance qui est forte. Ça, c'est non, je peux pas aller vivre à Maurice parce que je vais tourner en rond sur une île. Mais la vie insulaire, c'est pas pour tout le monde. Oui, c'est ça. Je pense que le vivre sur une île, c'est pas fait pour tout le monde. Et on me pose aussi la question, mais tu te sens pas étriqué? Mais j'ai jamais senti, je me suis jamais senti enfermé. Parce que déjà pour aller dans le bout de l'île, il faut 2 heures. Et moi, j'ai un mec sur LinkedIn avant de me faire bannir du coup, qui m'avait laissé un commentaire en me disant. L'île Maurice, ce n'est pas fait. Le mec n'a jamais vécu à l'île Maurice, il n'a jamais été à l'île Maurice, mais il te sort. L'île Maurice n'est pas fait pour vivre à long terme. Donc déjà, comment font les Mauriciens qui vivent ici de génération en génération? J'aimerais savoir. C'est ça qui me manquait. Et ensuite, pour les gens comme nous, mais tu sais, en fait, déjà, ça évolue tellement vite qu'il y a toujours des nouveaux trucs qui se passent, machin, etc. Et puis, il y a tellement de choses à découvrir. Et on va te poser des questions pour avoir quelques petites pépites que non, c'est vraiment difficile d'en faire le tour. Mais bien sûr, mais comme on disait dans un précédent podcast qui a merdé, en fait à Maurice il manque un truc, c'est le ski. C'est vrai. Voilà. Si tu veux skier et faire juste skier, parce que même de la rando, il y a de la rando. Oui, de la rando, il y en a. Alors évidemment, c'est pas les mêmes infrastructures qu'en France. On n'a pas les chemins autant bien balisés qu'en France. Ici, il faut avoir un peu les chevilles solides. On va dire ça. Mais faut être confirmé, on va dire. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le plus gros cliché. Farniente, il n'y a que des plages, c'est trop petit, rien à faire. Ouais, rien à faire. Et puis surtout, si on vient bosser, on n'y arrivera pas parce qu'il n'y a rien à faire. Et puis, il y a personne. Enfin, il y a un peu un espèce de cliché. Les gens s'imaginent vraiment que on vit sous une paillote sur la plage, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est étonnant. Mais pour connaître beaucoup de personnes, entrepreneurs, que ce soit mauriciens ou pas, en fait, c'est exactement pareil. Tu as un endroit, tu travailles, tu fais ton truc, puis après, tu sors, mais t'es focus. Puis voilà, quoi. Mais comme font vous les savez gens. où on est sur un truc, des coworking ultra modernes qu'on retrouve à Paris ou peu importe où, quoi. Bien sûr. Donc, et puis, il y a une économie qui tourne. Hein, t'as pas 5% de croissance sans rien foutre, je veux dire, à un moment donné. Non, puis, c'est cliché parce que quand tu es en France, toi, moi, je suis originaire d'Angers, quand tu vis à Angers toute l'année, je sais pas qu'est-ce qui va manquer en fait dans n'importe quelle région de France, qu'est-ce qui va manquer qui n'est pas qui est en France et qui n'est pas à Maurice. Ouais. Juste si tu habites en effet à la montagne, c'est vrai que tu kiffes le ski. Bon, Maurice, ça peut pas être trop fait pour toi. Ouais, c'est ça. Oui, si tu es en mode sport d'hiver, effectivement, ça te fait chier. Mais bon, même, il y a beaucoup de modernisation. Il y a Carrefour qui vient d'arriver. Ouais, c'est super. Qui a remplacé le Jumbo. Ouais, c'est ça. Et puis, tu as un mall, on parle souvent, Tribeca, le dernier mall qui est sorti de terre, mais qui est incroyable, de modernité, etc. Ouais. Et puis après, bon, ça, je parle des aménagements de consommation, mais bon, tu as énormément de... Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est le tour des hôtels de luxe à l'île Maurice, qui est une activité qui prend du temps. Et franchement, moi je m'en lasse jamais. Je ne me lasse pas. Totalement. Tu vois là, nous pour nos prochaines vacances, on part en vacances à Maurice. Ah ouais, d'accord, on part en vacances. En fait, on prend jamais le temps d'aller suffisamment visiter. C'est vrai. Tu vois. Alors on fait quoi comme truc, on fait sortir en bateau, mais on ne fait pas suffisamment de choses. Parce que quand on a des grandes vacances, on va les passer, on va dire, en France. Oui. Tout à fait, et là, en février, pour les vacances de février, les enfants sont en vacances 15 jours. Voilà, faut qu'on se prépare un truc à Maurice, quoi. Ah, vous partez à Maurice? On part à Maurice. Sympa. Je ne sais pas, ça. Mais je sais pas où on va. T'as choisi, non? Tu sais pas encore? Non, pas du tout, non, je sais pas, on va voir. Alors, je te présente Charlotte, elle fait des voyages sur mesure. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres clichés très très forts avant de passer à ma prochaine question, ou c'est le principal cliché? Franchement, c'est les plus gros, quoi, que j'ai entendu, réentendu, surtout au moment où j'ai lancé Coconut Travel. Au début, c'était vraiment... Mais on a tellement vite fait le tour, en fait. Et ce qui est drôle, c'est que ça vient toujours de la part de gens qui n'y sont jamais allés. Toujours. Oui, c'est un cliché, en fait. Ceux qui parlent, c'est ceux qui ne savent pas. C'est ça. Alors, tu en as déjà un peu répondu, mais tu peux en faire une synthèse pour cette question. C'est créer des voyages de repérage pour les futurs expatriés. Est-ce que c'est seulement une autre opportunité de business ou c'est une vraie mission de vie, une mission d'accompagnement? Bon, là, on l'a vu avec ton histoire, qu'on a déjà un élément de réponse. Mais si tu veux rajouter quelque chose à ce niveau-là. Oui, en fait, il y a effectivement le voyage classique d'une part. Il y a le voyage de repérage, en fait, qui va être pour moi déterminant. Et
pour moi, c'est vraiment une mission, mais vraiment peut-être pas de vie, mais en fait d'accompagner les gens dans leurs projets pour qu'ils ne fassent pas les erreurs que moi j'ai faites déjà, parce que j'en ai fait plein. Ça m'a coûté du temps, ça m'a coûté des sous. Donc, on essaye d'éviter. Et en fait, moi, ce que j'aime dans le voyage de repérage, c'est que c'est vraiment entre guillemets, une première rencontre avec les personnes qui désirent s'expatrier. Et ça va permettre de répondre à un certain nombre de questions et de cocher un certain nombre de cases ou pas. Et de voir si le projet, en fait, pour cette personne-là, il est viable ou pas. Parce qu'en fait, le but, c'est pas de dire que Maurice, c'est génial. C'est génial pour moi. Mais ce sera peut-être pas génial pour cette personne-là. Et le but, c'est vraiment que la personne, dans son projet, elle se sente accompagnée, qu'elle sente qu'elle a un partenaire de confiance qui est à ses côtés tout le temps. Moi, dans cet accompagnement-là, je suis disponible 7 jours sur 7, donc la personne peut avoir une question ou quoi que ce soit, je prends le temps, je réponds. Et en fait, c'est vraiment une implication qui est forte, mais c'est ce que j'aime en fait dans tous les métiers que j'ai fait. Il y a toujours une implication quand même qui est importante, humaine, et c'est ce que j'aime en fait. C'est vraiment la relation humaine et d'aider à construire un vrai projet de vie, parce que c'est un changement de vie. C'est vraiment qu'on vienne seul, qu'on vienne accompagné avec des animaux, pas d'animaux, des enfants, pas d'enfants. C'est un projet qui est énorme et en fait de savoir comment ça se prépare. En fait, c'est comme une compétition en fait. Ouais. Hein. Ça se prépare en amont, ça demande des mois de préparation quand on veut le faire vraiment très bien et qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Et vraiment, la volonté dedans, c'est d'offrir de la qualité et de la confiance. Oui, c'est important de venir avant, déjà savoir où on veut habiter. Eh ben, c'est le sujet de ma prochaine question. C'est incroyable, qu'est-ce qu'il est le bon. niveau de professionnalisme. Eh ben, tu peux poser la question du coup. Ce que je voulais dire, c'est que généralement, les expatriés français viennent dans le nord ou dans l'ouest. Pourquoi ? Parce que alors, l'ouest et le nord, c'est des régions où il fait globalement très beau. Ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les régions de Maurice, malgré ce qu'on pourrait se dire et dire ouais, il fait beau tout le temps partout. Il y a des microclimats. Hein. Il y a des microclimats, comme à Curpip par exemple, Floréal, où il fait généralement pas très beau, il pleut beaucoup, il fait même froid parfois, donc oui, il peut faire froid à Maurice. Et en fait, ce qui est bien dans le nord et dans l'ouest, c'est qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont dédiées aux expats, que ce soit pour le business, que ce soit pour la scolarité des enfants, il va y avoir plus d'établissements disponibles. Et plus de choix. Pareil au niveau des logements, il y a quand même beaucoup et toi, à avoir. T'es team Tamarin ou team Grand Bay ? Moi, je suis team Tamarin. Team Tamarin. Moi aussi, mais j'habite pas à Tamarin. Ouais, lui, il a voulu très tôt s'installer à Tamarin. En fait, Tamarin, c'est plus sauvage, plus de montagnes. Et je trouve que ça se construit de plus en plus, ça se modernise. Et je trouve ça très beau. Non, c'est bien, c'est une belle région. Je trouve ça très beau, ouais. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expatriés français dans le Nord. Donc pour le travail, pour les échanges, c'est quand même... c'est sûr que si tu étais à Tamarin pour des podcasts, ce serait un peu compliqué. Il faudrait qu'on se rejoigne au milieu. Ouais, ce serait compliqué. On pourrait pas d'ailleurs. Non, c'est un peu galère. Voilà. Non, parce que Tamarin Grand Bay, il y a quoi ? Il y a combien de kilomètres ? Peut-être 50 ? 50, ouais. Ah, mais tu vas 50, 1h30. Un peu plus même. Ouais, 50 km, ouais. 55 km, ils disent, je crois. Combien de temps ? Ça dépend de la circulation. Ce matin, ça met combien de temps ? J'ai mis 1h15. Et ça peut partir en mode 2 heures. C'est ça le truc, c'est que tu peux arriver au bon moment et tu te chopes le trafic. Et en fait, moi, je suis même pas partie de Tamarin, je suis partie de Flic en Flac, donc je suis partie de plus près. Oui, parce que Flic en Flac, mais Flic en Flac, t'as qu'une route pour accéder à Flic en Flac. T'en as deux. De quoi ? De Tamarin ou Non, quand tu veux sortir de Flic en Flac. Oui, il n'y a qu'une route. Ouais. Pour l'instant, il n'y en a qu'une. Voilà. Il y en a une qui est en construction là. Donc Flic en Flac va être dynamisé. Tout à fait. Parce que c'est une horreur d'aller à Flic en Flac. Flic en Flac, c'est compliqué, surtout les week-ends, parce que souvent, les Mauriciens adorent venir à la plage à Flic en Flac, parce que proche de Quatre-Bornes, proche de Rosine. Elle est sympa, la plage. Elle est très sympa. Et il y a une vie le week-end qui est incroyable si on aime vraiment. Ouais, je connaissais pas, j'y suis passé. Je dis, dis donc, c'est. Tu vois, ouais. Moi j'aime bien les petits restaurants sur de la plage là. Des restaurants un peu, vraiment style mauricien. Je trouve qu'il manque un peu dans le Nord. Oui. Tu vois, dans le Nord, il n'y a pas ce truc. C'est beaucoup plus. Finalement, il y a beaucoup de cuisine européenne en France, dans le Nord. Des choses qu'on retrouve beaucoup plus en France, par exemple, alors que dans Flic en Flac, par exemple, c'est très local. Ouais, tout à fait. Et j'ai trouvé ça vachement bien quand on est passé une nuit là-bas. Et les gens qui aiment beaucoup la plage, qui veulent s'installer à Maurice, tu leur conseilles d'aller où ?
Qui aime beaucoup la plage, ben moi, ça dépend quel type de plage, ça dépend si c'est la plage pour aller faire du sport ou pas. Ouais. Par exemple, tu vois, typiquement, si tu aimes la plage pour tout ce qui est sport, de glisse, kite, etc., forcément, je recommanderais l'ouest ou le sud, dépendant du profil de la personne. Oui. Si effectivement, il y a des enfants qui sont scolarisés, je dirais évidemment l'ouest parce que les écoles sont pas loin. Mais par contre, il n'y a pas d'école dans le sud. ça va commencer. D'accord. Il y a un projet apparemment qui va démarrer, mais c'est pas encore concret. Oui. Donc pour l'instant, je préfère dire que non. D'accord. Et dans l'Ouest, on a quand même pas mal de possibilités. Il y a une nouvelle école qui va ouvrir à Beaussonge, donc qui est au-dessus de Cascavel. C'est une nouvelle école française en fait qui est rattachée à l'école du centre, donc ça se développe beaucoup. Donc on va avoir 3 écoles primaires en fait entre Tamarin et écoles primaires entre guillemets. Rien qu'entre vraiment le début de Tamarin et Beaussonge, je vais en avoir 3, plus les petites écoles primaires anglaises qu'il y a dans Tamarin. Enfin, on a quand même beaucoup de possibilités. Oui, et puis dans le Nord, nous, les écoles d'année en année, ça construit. Il y a de plus en plus de monde. Oui, apparemment, c'est compliqué. Fou, et maintenant, il y aurait, je ne sais pas si c'est vrai, mais des listes d'attente maintenant. Oui, ah, oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, mais même dans l'Ouest, on a une école où il y a des listes d'attente. Ouais, c'est quoi West Coast. West Coast, okay. ouais. West Coast, il y a des listes d'attente, ouais, tout à fait. Incroyable. Je voulais voir où c'est Cascavel, j'ai oublié. C'est, en fait, quand tu quittes Flic en Flac, c'est là où tu as le petit centre commercial avec. Exact. Avec McDo. KFC, McDo. Ouais. T'es loin de la mer, non, du coup? Moi, je suis à 5 minutes à pied. 5 minutes à pied, ok. Parce que le grand kiff, qui est un peu un cliché aussi, c'est les gens qui veulent venir. Moi, je veux ma maison, mais sur la mer. Ou sur la mer. J'aime bien les réactions. Alors, comment dire, ça va pas se passer exactement comme vous avez prévu. Alors, ceux qui sont déçus, ne soyez pas déçus. C'est possible. Si tu as 5 000 € de loyer minimum, Minimum ouais, par voilà, mois. Minimum par mois, ouais. 5 000 balles, minimum. Ouais. Et c'est difficile à trouver. Parce que il n'y en a pas beaucoup sur le marché, ou alors tu es dans l'ultra luxe et c'est du Airbnb ou du courte durée, et ça reste dans des logements d'exception, ou alors c'est du privé, ça appartient à des Mauriciens et ils gardent leur logement et point barre. Quoi. Oui, c'est très très rare d'ailleurs, parce que moi j'ai toujours un œil sur l'Express Property. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est très rare de voir des maisons sur la plage. Oui. Ouais. En général, justement, en fait, c'est des biens qui sont tellement exceptionnels qu'ils ne les mettent même pas. Bah oui, parce que ça n'a pas le temps. Tu as le cousin de machin, il a son campement, son machin, j'y vais, je prends. Voilà. Et puis il y a plage, attention, il y a plage et plage, parce que Maurice est une île, mais il n'y a pas des plages sur l'ensemble de l'île. Tout à fait. Par exemple, toute la région, il y a toute une région dans le sud où effectivement la plage n'est pas très accessible en fait. Beaucoup de zones très escarpées. Je pense à Grigri notamment. Tu as une petite plage, mais en fait tout le reste c'est pas accessible du tout. C'est ça. Donc en fait, ça va vraiment dépendre. La région, le choix de la région va vraiment dépendre du projet. Ouais. Et en fait, il ne faut pas se dire je vais m'installer là et puis tout va rouler. Et en fait, non. Ça va vraiment dépendre du projet pour que justement, il n'y ait pas de frustration, il n'y ait pas de regret et que du coup, c'est intéressant parce que tu sais, nous, quand on est arrivé, on s'est installé à Grand-Bay et après, on a déménagé au bout d'1 an et demi, je crois à peu près, et on est toujours au même endroit là où on est. Je ne dirai pas où. Et je reviendrai plus à Grand-Bay. Hein. Non, même si je suis à un quart d'heure, 10 minutes, je ne voudrais pas vivre à Grand-Bay. C'est trop urbain. Hein. Ouais, il y a trop. Il y a trop de monde. Ouais. Moi, j'ai envie d'être un petit peu, tu vois, tranquille sur le côté. Sur le côté. Ouais, sur le côté. Ouais, parce que Grand-Bay, c'est vraiment la destination pour beaucoup de Français. On cherche Grand-Bay. Bon, c'est particulier, hein. C'est très urbain, il faut aimer la vie urbaine. Hein. Moi, je pouvais pas. Toi, Daouté, c'est bien. Ouais, et c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, ça dépend vraiment des personnes. Parce que nous, on est déjà venu en 2019 2 fois, dans le cadre de Mastermind. On a dû passer en touche peut-être 1 mois sur les 2 fois où on est venu. Et il y avait cette idée de venir s'expatrier. Et puis, Amélie, ma femme, ça a tiré un petit peu la patte. Puis après, il y a eu le Covid. Donc, Covid, t'oublies. Enfin, je ne voyais pas faire 15 jours d'hôtel, machin. Non. Et ça, c'était quand c'était ouvert, parce que c'était fermé longtemps. Et oui, quand c'était ouvert. Donc, en fait, t'oublies vite ce projet, ça traîne. Et c'est en 2023. On est dans le train. C'est en mai 2023. Et Amélie a commencé à dire, est-ce que les enfants... faire plus de trucs d'activités pour les enfants, parce qu'en France ils n'allaient pas à l'école parce que l'école ça ne fait pas du tout kiffer en France,
elle commence à créer des projets pour les enfants. Et là, je fais, mais non, mais en fait, on va pas rester en France, c'est pas possible. Je pète un câble ici, moi. Tu vois. Il y avait aussi les discussions autour des lois où tu pouvais plus faire l'école à la maison aussi, je me souviens. Évidemment. Putain, moi, j'ai zappé ça. Tu me racontais les histoires. L'inspectrice, elle est venue, tu l'as raconté sur plusieurs épisodes de podcast, un putain de sketch. Donc, tu étais aussi dans ce mood-là. T'as la Gestapo écoféministe qui vient chez toi et qui te dit comment ton fils doit penser. Attention, votre fille ne joue pas au foot. C'est ouf. Et on s'est dit, allez, en mai, on part. Donc, on est arrivé en août, donc ça a été vite. Et on n'est pas revenu, en fait, tu vois, pour voir comment c'était. Parce qu'en vrai, on est venu 2 fois, mais on ne connaissait pas l'île Maurice. On dormait chez Alex et Emma. On a fait quelques trucs, mais on ne connaissait pas. Donc, tu regardes sur les logements, tu regardes à quoi ça ressemble, tu regardes le prix, tu regardes où c'est sur la carte. Je demande à Alex des conseils. Mais tant que tu n'as pas vu par toi-même, tu vois, tu peux pas avoir un vrai truc. Et nous, on avait pris une maison qui était très belle en photo. Pour y vivre, c'était un petit peu moins funky. On s'est dit, c'est un peu en décalé, c'est un peu loin. En fait, c'était trop loin. C'est trop loin. Un poil. En plus, parce qu'il faut savoir que Maurice est en construction, évidemment. Juste là où on habitait notre résidence, une résidence à côté est en train de se construire. Et vu que Maurice, c'est quand même de la roche volcanique, il faut la casser. Marteau-piqueur. Ça fait un petit peu de bruit. Les chantiers à Maurice, c'est bruyant, très bruyant. Ouais. Et donc, honnêtement, nous, on aurait pu rentrer en France à cause de ça. C'est-à-dire que... Tu aurais pu complètement casser ton projet. Totalement. Oui. Et d'ailleurs, c'est très juste ce que tu dis. C'est pour ça qu'il faut rester accroché. Et ça me permet de rebondir sur la prochaine question. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que font les expatriés lorsqu'ils s'installent à Maurice? Et comment éviter ces faux pas? Construire leur projet d'expatriation en regardant ce qu'ont fait les autres. Ouais. Parce qu'en fait, chaque projet est tellement unique, c'est risqué. Moi, je trouve ça risqué. Il y en a beaucoup qui veulent faire tout seul. Et effectivement, moi, pour l'avoir fait, je regrette. Tout seul, tout seul quand tu connais personne, c'est de la folie de faire ça. C'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Donc, je dirais, pas hésiter à se faire accompagner parce qu'en fait, surtout par des gens de confiance. Parce qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est que on lit beaucoup de choses sur Internet, même quand on rentre sur Facebook, et justement, il y a pas mal de groupes avec justement comment c'est bien s'expatrier, toi, Maurice, etc. Il y a beaucoup de gens qui me diraient, mais moi, je vais t'aider et tout, moi, je vais t'aider. Et en fait, oui et non, il y a de tout, vraiment. Et je dirais que pour être sûr que le projet soit réussi, faut pas hésiter à vraiment bien se faire accompagner ou même aller rencontrer même des gens en direct pendant un voyage de repérage. Moi, c'est ce que je propose en fait, par exemple, pendant le voyage de repérage. Oui. C'est organiser donc des rencontres avec donc des partenaires qui vont intervenir dans l'expatriation. C'est-à-dire que, par exemple, dernièrement, j'ai eu des personnes qui sont venues donc d'assez loin, du Canada, et qui avaient un projet d'entrepreneurial ici, avec des choses très, très particulières. Et donc, en fait, mon travail, ça a été, donc, pendant 2 semaines, de leur organiser donc, des rencontres avec des gens qui allaient rentrer directement en lien avec leur projet et voir si effectivement il y allait avoir une synergie ou pas, pour se rendre compte du marché, si effectivement c'était intéressant de partir sur ce projet-là ou un autre. Et en fait, le bilan à la fin, donc c'était mi-vacances, mi-entrepreneurial, entre guillemets, leur projet. Et en fait, te rendre compte aussi du marché IMO, combien ça va coûter, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on loue, on commence par quoi. Et en fait, quand on a fait un bilan à la fin de leurs 15 jours, je leur ai demandé, j'ai dit, mais quel est votre... qu'est-ce que vous avez à dire en fait dessus? Parce que le but, c'est quand même de s'améliorer, de savoir quelle est la plus-value là, dans ce cas-là, c'était quoi? Il m'a dit, en fait, le monsieur m'a dit, écoutez, moi, j'ai eu l'impression de gagner 3-4 mois en l'espace de 15 jours. Donc en fait, il a avancé et il avait directement accès aux bonnes personnes, aux bons partenaires, aux bons contacts. Et en fait, il a gagné un temps fou. Et surtout, il a gagné de l'argent parce qu'en fait, finalement, il s'est pas éparpillé avec 2-3 projets à lancer en même temps qui, finalement, en fait, vont pas fonctionner. Oui, c'est vraiment... il s'est mis dans le bain tout de suite, en fait. Ouais. Oui, et je pense qu'il y a aussi une erreur, c'est effectivement d'arriver à se dire on va acheter une villa, on va faire ceci, cela. Je pense qu'il faut quand même vivre un peu sur l'île pour savoir, prendre la température, comprendre les codes. Et savoir si ça te va, en fait. Parce qu'en fait, ça va pas à tout le monde. Et oui, parce que tu peux voir sur Internet des vidéos, des podcasts comme on fait, c'est très bien, mais peut-être tu as juste pas matché. Il y a un mood, il y a une façon de penser, une façon d'être.
Donc, faut pas s'enflammer, faut y aller, je pense, étape par étape, toujours bien accompagné. Pour moi, je te suis à 100% sur ça, et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment une équipe aussi autour de moi que je conseille, et des gens que je fais rentrer dans notre écosystème, dont toi, bien sûr. C'est qu'il faut être avec des bonnes personnes, c'est clair. Sinon tu perds un temps fou. Et j'ai souvent cette anecdote de la personne qu'on avait là qui voulait faire son business model tout seul pour son business plan à Maurice, mais en fait il y a des codes et il faut respecter des codes. Et on n'est pas pour une expatriation, on n'est pas à 500 balles ou 1000 balles près, tu vois, parce que c'est un gros projet de vie. C'est pas parce que ça parle français, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de Français en France, que en fait c'est le même fonctionnement. Et en fait quand tu connais pas le fonctionnement, t'as vite fait de te perdre. Et un truc que j'ai déjà expliqué, mais quand on est arrivé, il y a des trucs qu'on savait pas, et ne serait-ce qu'acheter une voiture, waouh, mais quel enfer! Quand on est arrivé, il n'y a pas de voiture dans les garages, parce que du coup, plein de monde arrive, donc on l'a acheté d'occasion. Okay. Oh là, on a dû aller à je sais plus, c'est boulevard Anquetil, alors je sais plus, tout le monde sait, tu dois aller là, tu dois attendre pendant 2 heures le papier, le machin, et en fait on savait pas trop, on demande des conseils, mais c'est vrai que quand tu es vraiment accompagné, c'est quand même beaucoup plus simple. Tu gagnes du temps, et par exemple tu vas pour un véhicule, ça aussi tu vois, c'est quelque chose où justement j'accompagne les gens, et voilà, moi je cherche un véhicule, qu'est-ce que tu me conseilles? Voilà, moi je te dirais plutôt d'aller vers par rapport à ta vie, par rapport à ton style de vie, par rapport à ton business. Évidemment que je vais pas proposer le même véhicule à quelqu'un qui a un projet où il va faire quelque chose de très manuel, ou justement au contraire il va faire quelque chose de très corpo, et en fait il va finalement très peu se servir de sa voiture. On va pas partir sur les mêmes véhicules. C'est un vrai sujet à Maurice. Hein. Mais oui. En fait, et quand tu connais rien, t'arrives, tu connais pas le marché des véhicules. Oui. C'est relou, faut regarder tous les trucs et tout. L'erreur, moi je l'ai faite. Hein. Ma première voiture, c'était une Peugeot 206. Hein. Excellent. Ouais. Donc pire idée, voiture française à Maurice, surtout d'occasion. D'ailleurs, j'en vois pas beaucoup. J'ai même pas. J'ai vu un Scénic, un Scénic de 2011 sur la route, c'est comme en France. Je dis, mais mon gars, quand tu tombes en panne, comment tu fais? C'est incroyable. Moi, j'ai vécu un des pannes avec une Peugeot 206. Elle m'a fait absolument toutes les pannes. Et à l'époque, en plus, on avait quoi? C'était au tout début, donc c'est 26-27 ans. On n'avait pas forcément énormément de moyens et tout, donc c'était dans des petits garages et tout, la démarrer en la poussant et tout, enfin des trucs comme ça. Ceci dit, nous, on a un beau véhicule et on l'amène changer les roues, parce que les roues, on les change souvent, Maurice. On l'amène pas chez le concessionnaire d'origine. On va chez le petit garage que tu sais qui travaille très très bien, et tu lui payes 5 fois moins cher. Oui, complètement. Donc voilà. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut savoir, quoi. Oui, mais c'est des petits tips en fait. Si tu connais pas, tu vas perdre ton temps et ton argent. Toi qui parles créole, qui cause créole, et qui a des amis mauriciens, est-ce qu'il y a un fossé entre les locaux et les expatriés dans leur manière de vivre et de découvrir Maurice? C'est une remarque qu'on a souvent. Il y a toujours les rageux. Oui, mais en fait, vous êtes que entre vous. Et en fait, vous êtes des gros colons et des gros racistes. Et en fait, machin. Donc, non, mais c'est vrai. Je fais le rageux de LinkedIn de base. Mais quand même, il est temps de rétablir la vérité, messieurs, dames. Alors, la vérité, c'est qu'en fait, encore une fois, ça va dépendre de qui on a en face de soi. Parce qu'en fait, effectivement, il y a des expats qui vont rester qu'entre eux. Ça arrive. C'est pas la majorité des cas, mais en grande partie. Parce qu'effectivement, il y a... Les expats aiment beaucoup la douceur de vivre qu'il y a ici et tout, mais c'est vrai que la manière de vivre est tellement différente de ce que nous, on a connu en France, par exemple, que c'est pas forcément fait pour tout le monde. On en parlait avec Alexandre tout à l'heure. C'est vrai que, par exemple, les week-ends, souvent, chez une certaine catégorie de Mauriciens, il y a beaucoup de mariages. Et c'est vrai que ça peut durer pendant des mois, tous les week-ends, il y a des mariages, ce genre de choses-là. Et c'est des choses que nous, en France, on se dit, mais en fait, charge mentale, je peux pas, quoi. En fait, ça dépend. Moi, par exemple, j'ai des amis expats, j'ai une majorité d'amis mauriciens. Parce que par rapport à mon caractère, par rapport à ma façon de voir les choses, de voir la vie, je suis beaucoup plus à l'aise avec les Mauriciens. Parce que c'est plus proche de ma façon d'être. Ouais, et puis des rapports humains que j'ai envie d'avoir avec les gens. On est très très proches. Il y a quelqu'un qui a une galère, c'est de suite, on réfléchit pas, on saute dans sa voiture, on va donner un coup de main. Je dis pas qu'en France on est individualiste, mais on est quand même dans une culture où on pense beaucoup à soi au départ, et après on va vers les autres. Mais c'est plutôt les autres avant soi.
Vraiment beaucoup, en tout cas, de l'expérience que j'ai dans mes relations amicales, en tout cas, c'est comme ça. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais voilà, moi, en tout cas, effectivement, je fréquente les deux. Donc, je suis un peu les deux, mais quand même... mais je suis plus alignée quand même avec les Mauriciens sur tout l'aspect local, vie, découverte. Je crois qu'il y a aussi, pour être ami avec des Mauriciens, ce qui est le plus facile, c'est l'école. En fait, quand tu scolarises tes enfants, c'est là où nous, on a vrai. Pourtant, ça faisait longtemps qu'on était là, etc. Mais au début, ils ont été tard, et puis c'est gentiment. Et puis il y a eu le Covid, donc on avait des amis mauriciens, mais pas autant qu'aujourd'hui avec l'école. Ça, c'est sûr que ça démocratise énormément et ça facilite les liens. Et tu vois, si je dois donner un exemple, c'est qu'il n'y a pas que des Mauriciens. Tu as aussi ici beaucoup de Sud-Africains. Il faut le savoir, à l'île Maurice, il y a énormément de Sud-Africains. Et donc, par exemple, hier, on était à l'hôtel avec des amis Sud-Africains. Et quelques jours avant, c'était mauricien. Et après, français. Et puis, j'ai croisé des potes à l'hôtel français. Puis la veille, on était ensemble. Faustine était venue, etc. Donc, en fait, c'est très riche comme vie. Et par contre, effectivement, il faut être à l'aise à parler anglais. Alors, avec les Mauriciens, ça va, tu peux parler français, parce que la plupart, ils parlent un français tout à fait normal. Par contre, effectivement, il y a beaucoup d'étrangers et de Sud-Africains, donc il faut être capable de parler anglais aussi. Quand je dis expat, en fait, voilà, c'est expat au sens large, en fait. C'était pas que français, en fait. C'est vraiment expat au sens large. Je tiens à le préciser, parce qu'il y a beaucoup, comme c'est une destination très connue et très prisée des Français, l'île Maurice, dans l'inconscient collectif, déjà il y a beaucoup de Français qui pensent que c'est français. Donc je précise qu'il y a aussi beaucoup de Sud-Africains et d'autres. Et maintenant il y a aussi des Russes, des Ukrainiens, il y a des Italiens, Canadiens aussi. Espagnols. Mon voisin en face c'est un Espagnol. Okay, moi aussi j'ai des amis espagnols. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent. Donc il faut savoir que quand on dit expatrié, on ne parle pas que des Français. Donc en fait, c'est un choix, c'est une façon de vivre, c'est une personnalité, tout est possible. Il n'y a pas spécialement de barrière. En fait, vous pourrez faire rentrer dans votre vie personnelle, amicale, des Mauriciens et vice-versa sans problème. Oui. Sauf si vous êtes un gros con. Et restez chez vous si vous êtes un gros con. Il y en a de plus en plus. Ouais, voisin. Fabien a des problèmes de voisinage. Ne venez pas chez lui. J'ai un problème dans ma résidence avec un Français qui a acheté un appartement, mais qui vient apparemment 3 mois. Donc il doit pas avoir la résidence. Et il a violenté un de mes enfants. Pardon ? En le prenant par l'épaule, en roller et en le balançant ailleurs. Et c'est genre quelque chose qui n'arrive jamais avec un Mauricien, quoi. Un Mauricien ne fera jamais ça. Non, non, évidemment. DGC, c'est assez choquant. Et quand je vais lui parler, le mec, il finit par m'insulter, quoi. Tu vois, c'est tout ce à quoi on veut échapper en partant de la France. Voilà. Et ça arrive avec des Français. Tu sais, c'était le lendemain où on est revenu parce qu'on a passé les fêtes de Noël en France. Et le moment où je reviens, je fais putain, mais alors, mon Dieu, ils sont partout. Oui, dans le permis de résidence pour les Français, on devrait faire une case savoir-vivre avec des tests à l'entrée. Parce que franchement, les Français ont un problème avec ça. Mais c'est pour ça que je dis aussi, voilà, tu vois, c'est pas un Mauricien qui avait ça, parce qu'en fait, à Maurice, les enfants sont tellement bien accueillis. Les gens adorent les enfants. Vraiment, partout où on va, même si voilà, ton gamin il fait un peu de désordre ou quoi, on va jamais venir te dire dis donc, tiens-toi bien avec ton gamin. Les gens sont non, c'est cool, c'est tranquille, c'est pas grave, c'est un enfant. C'est vraiment un des meilleurs endroits pour avoir des enfants ici. Oui. Mais tu sais, je voyageais un peu dans le monde. En fait, tous les pays normaux sont comme Maurice, tu vois. Il n'y a que les fois où ça m'arrive, c'est en France. Oui, et en Allemagne aussi, je me rappelle, en Allemagne. Putain, mais en Europe, on n'aime pas les enfants. En fait, on n'est pas très tolérant. Je pense que surtout, alors, moi, ce qui est pour moi le plus frappant, c'est quand on monte dans un avion et qu'on voit quand on arrive avec son gamin et qu'on se rapproche et les gens ils se liquéfient, on se dit. Tu sais, maintenant je prends l'avion rarement seul, mais je le fais de temps en temps. Et quand j'avais pas d'enfant, je vais pas faire genre machin. Non, c'est vrai que ça me saulait. Oui, et les enfants de manière générale, ça me saoulait. Et depuis que maintenant j'ai des enfants et que je voyage rarement ensemble et que je vais à côté, je dis je compatis plus pour les parents, parce que je dis là vous allez vous taper 12 heures, ça va être trop lourd. Et en fait ils pleurent, mais je m'en fous. Parce que en fait je suis avec les parents, tu vois, je me dis bonne chance, quoi. C'est quand tu passes de l'autre côté en fait que tu te rends compte, tu dis c'est chaud. C'est chaud. Et tu deviens un peu plus compréhensif. Moi je suis un peu intolérant là-dessus, parce qu'en fait on fait de la parentalité. Et quand je vois les parents, tu vois, en fait, ça, ce qui me fatigue, c'est les gens ne prennent pas suffisamment de temps pour vraiment s'informer et se renseigner sur la parentalité. Et c'est pas si dur, en fait. Mais ils se résignent. Et quand je vois sur des enfants, des fois, je suis dans l'avion qui arrête pas de pleurer pendant des heures et des heures. Je me dis, mais attends,
attends, je vais le prendre. Tiens, prends-le dans tes bras, fais-lui un câlin. Regarde, ça va bien se passer. Et les gens ne le font pas. Fais-nous rêver, Charlotte. Quels sont les coins cachés ou les pépites de l'île Maurice que même certains Mauriciens ne connaissent pas? Grosse promesse. Voilà. Alors, il y en a plein. Il y en a plein. Après, voilà, c'est surtout... Ça dépend de quel type de pépites. Est-ce que c'est des hôtels? Est-ce que c'est des... Un peu de tout, tiens. un peu de Tiens, tout. ton top 5. Ouais, top 5 hôtel, top 5 resto, top 5 plage, quoi. Ouais, top 5 Bon, hôtels. pour le resto, je Est-ce peux que- aller très vite. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Non, par contre, top 5 hôtels, tu pourras le faire peut-être toi mieux que moi, parce que tu en Top as 5 testé hôtels, beaucoup. allez. Luxe Grand Gobe, Luxe Grand Bay, le Saint-Gérand, là où on va dans le sud, là. Le Telfer. Le Telfer, Constance. Constance, Ah ouais, le Constance Prince. Ouais, le Constance Prince, Prince. qui est bien. Et l'hôtel de Chirac dans le nord, comment il s'appelle? Non, ah, le Beachcomber. Royal Palm. Royal Palm. Voilà. Allez, les restaurants. Parc 25, La Mandrinette, La mandrinette extraordinaire. Ouais. Bah, le Vaudroom Blue. le Bodrum Blue, Inti, Aikisu. Et ceux que j'ai oubliés vont me défoncer. Mais là, on en a 5. Ah si, il y a des nouveaux maintenant, il y a la paillote, j'ai jamais été. On m'a dit que c'était très bien. La paillote est très Tambourine. bien. Tambourine et sushi, Ouais. très très bon. T'as de quoi faire déjà, tu peux t'occuper. Déjà, Ouais. déjà de quoi faire. Là, Ça, c'est c'est dans des le belles Nord. adresses. Ah, ça, C'est c'est dans le Nord. Ouais. Et il y en a d'autres, hein, je les ai oubliés. Je vous aime quand même. Non, moi, j'ai plus des petits. Alors, moi, c'est plus des petites adresses, en fait. Par exemple, moi, je pense à entre Tamarin et Flic en Flac, il y en a un certain nombre. Mais par exemple, donc Tamarin, pour moi, ma base, si vraiment j'ai un déjeuner sympa à faire, ou même un brunch, peu importe, en fait, c'est vraiment la Mariposa. Je sais pas si vous avez déjà Non, été. je connais pas. C'est La à, Mariposa. c'est à La Preneuse, en fait. C'est entre Rivière-Noire et Tamarin, en fait. C'est vraiment sur la plage. Et en fait, on mange vraiment presque pied dans l'eau. Ah ouais? Et c'est très, très agréable. Enfin, tout est très chouette. Le cadre avec une vue sur le Morne. Donc, quand il y a beau temps, on a Excellent. vraiment l'eau turquoise. Ok, restaurant continu, Mariposa. Ouais, restaurant. Mais alors, au départ, c'est un hôtel, petit hôtel. Mais on peut aussi venir en tant qu'externe, Ouais. Ok. sur réservation, bien évidemment. Et il y a The Bay aussi, Ouais. The Bay. que tu Genre, dois peut-être connaître, Oui, toi. ça me dit quelque chose. Et si vous voulez, vous avez des petites adresses mauriciennes, si vous voulez manger, c'est très original pour ceux qui connaissent pas Maurice, et ils sont, parce que Maurice c'est vraiment le choc des Kiltirs. Donc il y a de tout. Je vous conseille Ticouloir. Ticouloir c'est côté, c'est à Adrien, Ticouloir. Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. C'est derrière le truc avec le homard là. Bah, ça, c'est le rougail créole. Ouais, c'est à côté du Rogail Creole. Donc, petit couloir avec c'est des spécialités de boulettes dans un bouillon. Et c'est une expérience à découvrir. Et puis, tu as les mines frites avec et tout, les petites pâtes. Si vous connaissez rien de Maurice, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Moi, je conseille aussi les petits boui-boui sur la plage de C'est ce Montchoisy. que j'allais Ouais. en parler là. J'allais dire à la baie de Tamarin, il y a les boulettes chez Blonde Boulette là. Ouais. C'est vraiment. Ouais, ça c'est bon. Hein. Ouais, et enfin, une famille de 4 personnes, je dirais, mange pour 6 euros. Ouais. Ah c'est bon pas cher Ouais. ça. Ah ouais, Ouais. carrément. Tu viendras la prochaine fois. Ouais. Bah, quand je serai en vacances à Maurice. Voilà. Je te donnerai l'adresse. Non, c'est. Et donc, c'est soit du mine, donc des Ouais. espèces de nouilles, en fait, dans un bouillon. Mine bouillie, j'en ai bouillie, pris la dernière fois, excuse-moi de te couper, au quartier dessert. Il y avait une soirée de Noël, un chant gospel Noël, donc trop bien. Les enfants jouent en liberté partout, machin. T'es en Ouais, ça, c'est sécurité, incroyable, donc ça. tu t'en fous, tout va Ouais. bien. Le gospel de qualité, parce que les Mauriciens sont très bons en musique. Et après, j'ai mangé des mines bouillies, et j'avais pas vraiment mangé des mines bouillies, parce que c'était toujours mines frites à chaque fois. Putain, mais qu'est-ce que c'est bon quand c'est ouais bien fait. C'est bon, les mines. Mais c'est bon, et en plus tu rajoutes des petits ingrédients à côté et tout, tu choisis en fonction de ce que tu veux, végé, pas végé, si tu veux. Oh là là, oh, trop bon. Je me suis régalé et ça coûte rien. Rien de misère. Et surtout, la gastronomie mauricienne est extrêmement riche. Il y a beaucoup de choses à découvrir enfin, les textures, tout. Ouais. C'est par des farata. Bah oui, pour mon mines, anniversaire, tout. j'ai fait venir un traiteur, on a pris les 7 caries. Qui est tu vois, une spécialité que tu peux avoir pour les mariages aussi souvent. Tu choisis, tu pioches, etc. Petit Mais pourri. ouais, c'est avec les petits pourris. Putain, Ouais. qu'est-ce que c'est bon. Ouais. On mange bien ici. Hein. C'est fatos, mais c'est bon. Ouais. Il y a d'autres restaurants sympas aussi pour le décor, c'est la plage Evaco, Oui, la plage à est Trou-aux-Biches, qui Oui. est vraiment le truc très sympa à faire le dimanche. Le cadre est incroyable. C'est vrai que, par exemple, dans les restaurants où on ne sait pas trop, il vaut mieux prendre un plat typique mauricien. C'est ça. Au moins, tu es sûr. Ouais, c'est ça. Très bon conseil. En cas de doute, tech poulet curry.
Ouais. Ou Carré-crevette. Carré-crevette ou carré-poulet. C'est ça, rougail. Ouais, rougail aussi. Et mince, l'autre qu'on prend toujours à la mandrinette. Vindaille de Vindaille. poisson. Vindaille poisson, c'est là, pareil. là, là. Vous allez prendre un petit Vindaille poisson. Et si vous êtes un gros coquin, vous le prenez en sandwich. Oh putain. Tu sais, avec leur pain blanc croustillant qui mettent au four, là, tu manges le Vindaille poisson, mais. Très très bon. Au Boé Garden aussi, très très bien. Oui, c'est où ça? C'est là où on a été. On s'est rencontrés, ouais. Très bien, très beau. C'est quoi? C'est un hôtel cowork? Ouais, c'est un concept. Ouais, c'est un concept. C'est vraiment un concept où en fait, tu as des chambres d'hôtel, mais dans des conteneurs. En fait, c'est un peu responsable. Oui, c'est très bien fait. C'est nouveau. Il y a pas mal de ça au Costa Rica. Et je trouve que ça manque, on est sur une île tropicale, et ça manque ce côté un petit peu pour les routes, tu vois, les digital nomades. Bien fait. Ouais. C'est très bien fait. Quand j'ai donné cette conf, tout était bien organisé. C'était très bon. D'ailleurs. Très bon d'ailleurs. Très bon. C'est très beau. Pour moi, c'est le bon côté des écolos, les trucs, tu vois, vraiment les bons concepts écolos. Oui, de profiter de la nature. Vraiment. Ouais. Bien fait, intelligent. Parce qu'il y a des concepts écolos que tu n'aimes pas? Je voudrais pas que cette vidéo soit bannie dès que je me suis bannir de LinkedIn. Je ne parlerai pas d'escrologie. Top 5 des endroits à visiter. Oui. Top 5 des endroits à visiter. Alors, top 5 des endroits à visiter. En premier, moi je suis une grande amoureuse de Chamarel. Chamarel, ouais. Ouais, Chamarel, c'est incroyable. Chamarel. Il y a une romerie. La romerie, et surtout Ebony Forest, qui n'est pas très connue. On en parle très très peu, mais en fait, c'est une forêt endémique qui a été complètement... ils replantent des arbres en fait, dans la forêt pour justement recréer l'écosystème comme avant. D'origine, ouais. Et donc, ils font de la protection justement des espèces animales qui sont dedans. Il y a même... tout un système qu'ils ont mis en place pour nourrir les bébés coqs des bois à la main, ce genre de choses-là. Coq des bois, c'est quoi? C'est une espèce d'oiseau à Maurice qui est très très rare. D'accord. C'est ouf. Ouais. Là, on est vraiment sur des vrais projets intelligents sur le respect de la nature. Ouais. Parce qu'il y a je me permets cet aparté, excusez-moi, mais comme c'est mon podcast, je le fais. Mais si tu veux, il y a parce que après, les gens pensaient qu'on est team premier degré de l'escrologie. Moi, je pense que la bonne écologie, c'est celle où tu prends soin de ce que tu as déjà. Donc là, ici à l'île Maurice, les océans, le récif, les forêts, les espèces animales, de pas trop polluer, parce que c'est vrai que c'est un sujet, les bouteilles, les machins par terre. Et je trouve que ça, c'est là-dessus où il faut investir massivement. Voilà, c'est un message d'espoir. C'est beau. Dans Chamarel, en fait, quand on y est, on a l'impression d'être dans un autre pays. En fait, c'est vraiment une espèce. Ouais, c'est très beau. Ouais. Chamarel, quand tu dis Chamarel, tu parles de la romerie ou toute la région de Chamarel, en fait, vraiment, que ça manque de la cascade, en passant par des 7 couleurs, et en fait, on monte. Il y a des domaines après qui sont privés dans lesquels on peut monter et tout, mais il y a avec une vue en fait à 360 degrés où on voit l'océan en fait. On voit partout. Le nouveau parc qu'ils ont fait là, qu'ils ont agrandi plutôt, la vallée des couleurs. Ouais, c'est ça, la vallée. Très très bien. C'est génial. Je suis avec ma mère, elle a fait la tyrolienne, 71 ans. C'était mon deuxième endroit à visiter. Ah, j'ai spoilé, excuse-moi. Okay. Non, mais il est génial, et en fait ils ont fait un énorme travail pour les enfants. Je trouve que apparemment il y a un nouveau concept, pas un concept, mais une construction de jeu pour les enfants. C'est génial. C'est trop cool. Donc déjà tu as un petit terrain de quad, donc évidemment Noah, terrain de quad et tout ça. Tu as des espèces de pelleteuse dans un sable, tu sais, où tu as une machine vraiment, tu fais de la pelleteuse, tout ça. Tu as des grands, les gros tuyaux, là où ils se baladent partout, là, comme des petits singes, et qui est énorme. Tu as de la tyrolienne, tu as une méga tyrolienne, tu as une plus petite tyrolienne, mais jolie, face à une cascade, un restaurant. Le restaurant est incroyable avec la cascade dedans. En fait, on voit les gens passer avec la tyrolienne juste à côté du restaurant. C'est ce que je t'ai montré quand tu vois ma mère avec une cascade. Et puis, tu as les luges. Putain, qu'est-ce que c'est fun. En fait, donc tu montes là-haut, je me suis bien amusé. Tu montes là-haut et tu as des luges un peu destroy, ambiance mauricienne. Tu dis, est-ce qu'elle va pas se casser au milieu? Et donc, tu descends du truc et il faut vraiment que tu aies la main très proche du frein parce que tu peux décacher, ça va vachement vite. Et en fait, c'est comme une piste de boss-leg, mais un peu plus large. Ça. Et tu montes et... Non, c'est pas Casella, c'est... Ah bon? Non, c'est pas Casella. C'est pas Casella. Non, ça, c'est la luge d'été de Casella. Ça, c'est la luge elle est sur un rail. Ouais. Là, c'est pas sur un rail. D'accord. Tu descends sur une piste. C'est une vraie route de piste. Okay. Et les sensations sont super bonnes parce que t'es ras du sol. Et j'ai doublé ma femme, j'étais fier. Comme ça. Elle m'a plus jamais reparlé de ma conduite, que je n'ai pas encore mon permis de conduire depuis ce jour. Après, est-ce que tu as d'autres la plage de Blue Bay.
extraordinaire. Attends, Blue Blue Bay, Bay, Blue Bay, c'est près de l'aéroport. Ouais, Sud, exactement, ouais. sud-est. Près de Mahébourg. Ouais. Très, 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 encore assez sauvage, Ouais. préservé, très joli. Souvent, les Mauriciens aiment bien y aller aussi, Ouais. fête de fin d'année ou pendant les week-ends. C'est tellement beau. Tu valides? Je parle à mon créateur, il valide. Il valide. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais recommander en termes de balade? Moi, j'adore les gorges de Rivière-Noire. Ok. Quand même, je défends ma région. Ah bah t'as raison. Hein. Ouais, Nos régions ont du on a- talent. On a Ouais, fait une la rando, région. c'est très très sympa. Ouais. Même vu des singes en liberté. Ouais, t'en Ouais, vois. ça c'est cool. Ça. Et on voit des pigeons roses aussi, qui étaient une espèce protégée Ouais. à Maurice. Donc, Très sympa. Très sympa. Moi, j'en ai vu la dernière fois, j'étais contente parce qu'on n'en voit pas souvent. Donc là, j'étais très contente. Et le dernier, je dirais, on va faire cliché, le Morne. Bah, quand même, Ouais, mais qu'est-ce que c'est la beau. plage du Mans, c'est. Ouais, la Qu'est-ce plage que du c'est Morne, beau. la plage du Morne extraordinaire. Pour moi, c'est la plus belle plage de Maurice. Ah, Ouais. c'est magnifique. Oui. Et si vous allez à l'hôtel, le mec qui continue avec ses hôtels, si vous allez à l'hôtel du Luxe Le Morne, vous avez une vue stratosphérique sur le Morne depuis l'hôtel. Ah, c'est un truc de fou. D'ailleurs, aller manger au petit restaurant, il est sur la plage et c'est quand même cool. En bas Filao. C'est ça Oui, le nom? En bas Ok. Filao. Ouais. Et c'est des choses assez basiques. Ouais. Mais c'est correct. Oui, bien c'est correct. sympa. C'est pas gastro, mais c'est des choses en fait assez simples. Ça va être des panini, des choses comme ça, mais qui sont très bonnes Ouais. et abordables en plus. Les prix Oui, sont c'est pas très cher. Des fois, t'as envie de raisonnables. manger un panini sur la plage et c'est tout, tu vois. Ouais, c'est des petites tables. Ouais. Parce que c'est assez rare au final, les restaurants sur la plage, accessibles. Bah, tout se Tamarin, passe dans t'en les as deux. hôtels. Ouais, c'est ça. Ouais. Et même dans le Nord, il n'y en a pas des masses non plus, il y en a quelques-uns. Et ça se passe souvent dans les hôtels, c'est vrai. Ouais, parce qu'en fait, tu peux avoir, mais c'est souvent, tu vas boire un verre, la bouffe est pas Oui. incroyable, Incroyable. donc ouais, c'est ça Oui. le truc. J'en ai Et moi, j'en ai fait un dans le Nord, je ne vais pas le citer du Non, coup, mais bah non. putain, une vue incroyable, incroyable. On arrive un dimanche, et il n'y a pas grand monde dans le restaurant. Ah, Ouais, c'est tu pas- fais, C'est pas bon signe. c'est pas bon signe. Ah bah oui, bah. Ouais, bah, il y en a comme ça, un peu à l'ancienne. Ouais. Je me permets un conseil un peu cliché touriste, mais faire une petite balade en bateau à l'île aux Cerfs. Franchement, c'est cliché, mais qu'est-ce que c'est agréable. Surtout hors saison, il y a beaucoup moins de monde. Et là, tu te mets dans une des îles, parce qu'il y a plein de petites îles, et tu te poses pour un barbecue. Et là, tu es vraiment, vraiment sur la mer, entouré d'une eau magnifique, une nature. Et tu es seul. Si tu arrives à être seul avec pas d'autres touristes, tu es tout seul sur ta petite île et ils te font le barbecue. C'est À trop bien. l'île aux Cerfs. Ouais. L'île aux Cerfs, on peut avoir un petit espace tranquille, c'est bien. On y arrive, mais après, voilà, c'est sûr qu'en saison, des fois, il y a En du saison, monde quand c'est même. compliqué. Ouais, il y a En du fait, monde. c'est ça. J'ai eu pas mal de déceptions de gens, justement, qui venaient, qui se disaient ah ouais, moi, je veux faire un barbecue privé à l'île aux Cerfs. Et je disais, mais en fait, les photos sont très, très bien cadrées. C'est extrêmement rare d'avoir l'île que pour soi, en fait. Hein. C'est Alors, pas l'île, possible. évidemment, mais je crois qu'on l'a fait au moins 3 ou 4 fois, l'île aux Cerfs, notamment en 2019. Et avec la compagnie à laquelle on est passé, on a vraiment un très très bon endroit. Et T'es un peu à l'écart, en fait. Ouais, hein, t'es à c'est l'écart, mais bien. t'es tout seul, hein, vraiment tout seul. Bah, on l'a fait d'ailleurs, c'était en novembre l'année dernière. En novembre 2023, on l'avait fait et on avait vraiment notre coin à nous. Et franchement, c'est un C'est truc trop de fou. bien. Tu fais ton barbecue. Moi, je préfère en saison parce que comme il fait un petit peu moins chaud, il y a du vent. Tu peux même avoir un peu froid. Oui. C'est très agréable. j'adore. Bah, l'hiver, moi, j'amène un sweat hein, quand je fais Oui, une oui, sortie en ouais. mer. C'est pas souvent, mais... Et par contre, on a fait les îles du Nord, je crois que c'est en décembre, novembre ou décembre, fin novembre. Et là, il y a quand même un peu de monde. Hein. Ouais, c'est Il y a bondé, les ouais. catamarans qui débarquent et tout. En fait, s'il y en a un conseil, c'est d'y aller très tôt. Parce que quand tu es un petit peu feignant, tu commences à y aller vers 9-10 heures. Et là, tu arrives à midi, tous les catamarans arrivent. C'est bondé. Ouais. Est-ce que notre jury mauricien valide nos choix? C'est validé. Tu nous donnes quelle note? Combien t'as dit? 9 sur 10, il a dit. Ouais, mais c'est un gentil Adrien. Donc c'est 8 sur 10 en langage Adrien. Je te demande pas tes spots parce que toi tu veux être tranquille. T'es un surfeur. De toute façon, si vous êtes surfeur, il y a des codes à respecter. Donc ça, soyez américain mauricien si vous voulez faire du surf. Selon vous, est-ce que l'île Maurice est trop marketée comme une destination de rêve ou mérite-t-elle vraiment sa réputation? Elle mérite sa réputation. Pour Fabien? moi, elle mérite sa réputation. Voilà. C'est un peu une question provocante. Non, mais... pardon, j'ai envoyé un message que j'ai l'assurance qui arrête pas de m'appeler. On se fait jamais autant appeler pendant un c'est podcast. clair. Laissez-nous tranquille. Est-ce que Maurice est trop marketé par rapport à comme destination de rêve ou est-ce qu'elle mérite sa réputation?
Bah, c'est génial, Maurice. Donc, Ouais, c'est une question de ChatGPT. C'est ça, quoi. Évidemment que c'est pas surcoté, c'est trop beau ici. Oui. Donc, alors attention, évidemment, c'est pas non plus fait pour tout le monde. Non. Il faut pas se dire non plus, ça va être incroyable. Il y a des choses à respecter. Déjà, et puis, il faut aussi s'acclimater au fonctionnement de l'île Maurice, qui est un fonctionnement différent. Je sais que j'ai eu l'impression pendant une période, tu vas sûrement nous le dire parce que tu es là depuis longtemps, qu'il y avait certains Français, peut-être un peu jeunes et qui n'avaient pas de famille, qui restaient qu'1 an ou 2. Ils disaient j'en ai marre de Maurice. Oui, beaucoup. Ça existe encore en général. Ouais. Les expats, c'est soit il y a un coup de foudre effectivement et il y a un projet qui dure dans le temps, soit effectivement ça dure 1 an, 2 ans. Mais comme tu dis, c'est chez des jeunes en fait, c'est des moins de 26 ans on va dire, où c'est une expérience parmi une autre. Ouais. Et je comprends parce qu'en fait, effectivement, quand on vient sans enfant et qu'on a peut-être envie de vadrouiller, de voir d'autres choses. Moi, je l'ai toujours dit, si on n'avait pas eu d'enfants aussitôt, je pense pas que ça aurait été une destination que j'aurais privilégiée en premier, parce que sachant qu'on voyageait déjà pas mal à l'époque, en Europe, t'es quand même très très bien servi. Donc je pense que je serais pas parti. Par contre, avec pour des enfants, je vois que c'est une des meilleures destinations qui existent pour être bien. Oui, pour moi, c'est vraiment plus une destination familiale que, par exemple, si tu es célibataire et tu te dis je veux venir trouver l'amour à Maurice, c'est possible, évidemment. Ouais, mais c'est peut-être pas la meilleure des destinations. Ouais. Ça bouge, mais ça bouge pas comme ça peut bouger. Ça va pas bouger au même rythme qu'en Europe, par exemple. Non, voilà, c'est sûr. ça en fait. Puis vous pouvez, rien n'est impossible. Dans la vie, tu peux très bien te dire, voilà, je vais venir à Maurice et je vais trouver l'amour, je vais rencontrer une Mauricienne ou un Mauricien, c'est possible. Mais c'est juste que c'est sous-optimal. Et puis en plus, à Maurice, j'ai l'impression qu'il y a quand même des cercles. C'est-à-dire que les gens fonctionnent quand même en cercle et on n'y rentre pas non plus facilement. Aussi facilement. Voilà. Après, franchement, les Mauriciens sont toujours très accueillants. Toujours une volonté de bien accueillir, de bien faire, de donner le meilleur de soi-même en fait. C'est vraiment ça. Très fiers de leur île. Oui. Et donc toujours le soin de mettre une bonne image et de bien recevoir les autres. Des vrais patriotes. Non, c'est vrai. Non, franchement, il y a une implication et puis l'envie de montrer ce que l'île a de plus beau à offrir. Quoi. Vraiment, tout le temps. Quels sont les défis les plus sous-estimés de l'expatriation à Maurice, même pour ceux qui pensaient être bien préparés? Est-ce qu'il y a des petites surprises auxquelles il faut faire attention? À l'arrivée, tu veux dire? Ou pendant la création du projet? Un peu au stade auquel tu veux, avant de venir. Alors je dirais, pendant la préparation du projet... sous-estimé. Sous-estimé en préparation du projet, c'est clairement les animaux de compagnie. Ouais, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet. Moi, je me souviens à l'époque, puis ça change aussi. C'est pas la même loi tout le temps, la quarantaine, pas la quarantaine, etc. Et moi, je me souviens à l'époque, malheureusement, on a découvert avec les examens que notre chien était mourant, donc il n'a pas pu nous suivre. Mais je me souviens que c'était une grosse source de stress. Énorme stress, en fait. Clairement, dans le projet expatriation, c'est ça qui va prendre le plus de temps, en fait, en termes de tout ce qu'il y a à faire, à préparer et tout en amont. C'est minimum 6 mois, voire même un peu plus si on est... Ah oui, carrément. Oui, il faut être bien préparé sur ce sujet. En plus, il y a une quarantaine pour les animaux. Tu nous feras des petits coachings de groupe, Charlotte, sur Smart Expat, sur les animaux, parce que... C'est un sujet que tu connais bien. Oui. Il doit y avoir des choses à savoir, parce que on n'a plus d'animaux, donc, mais quand ils sont en quarantaine avec plusieurs chiens, ça doit quand même un petit peu friter de temps en temps chez les chiens. Alors après, c'est bien réglé, c'est propre, les animaux sont séparés les uns des autres, c'est quand même bien fait. Mais c'est sûr qu'en fait, c'est vraiment la préparation, et puis tous les papiers qu'il faut préparer, c'est coûteux. Les vaccins. C'est qui m'a raconté une histoire où il voulait ramener son animal, et en fait, ils se sont aperçus qu'ils ont fait 2 fois le même vaccin, donc du coup, en fait, il s'est pris 6 mois de retard. Ouais, c'est ça. Ils te refusent, en fait. Ils ne te délivrent pas ton permis. En fait, il s'est gouré. Et il dit, non, en fait, il va pas venir, l'animal. Le vétérinaire, il a dû en entendre parler. Ouais. Donc, je sais plus qui. Donc ça, c'est vrai. Pour moi, en amont, c'est vraiment pour moi, c'est quelque chose qui est très sous-estimé. Et même des fois, quand on discute avec... des gens qui ont besoin d'avoir un accompagnement, ils me disent au fait j'ai un chien. Et en fait, tu pars la semaine prochaine, Michel. Parce que des fois les gens expliquent le projet et en fait ils se rendent pas compte à quel point ça peut être compliqué. Et en fait on avance un peu dans la conversation et maintenant du coup je le demande vraiment au début de la conversation, est-ce que vous avez des animaux? Parce qu'au début c'était, je dis pas que je faisais confiance, mais en fait je me dis les gens me disent ils ont des enfants, ils ont une femme, ils ont un chien et là en fait du coup maintenant c'est est-ce que vous avez un chien? Parce qu'en fait il y a une fois où le monsieur me dit oui mais j'ai un projet d'expatriation, je vais être là dans 3 mois.
on a un enfant et tout. J'ai dit, ok, très bien. Et j'ai dit, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Ah oui, j'ai un chien. J'ai dit, alors, ce sera pas 3 mois. Ce sera pas 3 mois. Mais voilà, donc en amont, je dirais qu'il y a ça. Et après, par rapport à l'intégration se fait assez bien, entre guillemets, si on est ouvert et si on est... Voilà, on est prêt à, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est laisser de côté les habitudes qu'on a, nous, en tant que Français, de fonctionner comme un Français, en fait. En fait, il faut bien partir du principe que oui, on reste Français, mais on fonctionne dans un pays qui est différent. Oui. Et du coup, en fait, il faut vraiment s'adapter parce que, en fait, Maurice ne changera pas pour nous et surtout, les Mauriciens ne vont pas changer pour nous. Donc, en fait, il y a un la base, quoi. C'est la base. En fait, il y a un fonctionnement, il y a une manière de faire les choses, il y a une manière de communiquer qui, parfois, est un peu déstabilisante parce qu'on ne comprend pas les codes. Oui, c'est des codes à intégrer. C'est vrai. Et en fait, quand tu as compris les codes, tout va bien. Et parce qu'en fait, tu sais comment les appréhender et tu dis... Ah ok, en fait quand il m'a dit ça, il a voulu me dire ça. Ouais. Ok, ça va. Et alors qu'en fait, des fois quand on te dit j'arrive dans 10 minutes, on va pas arriver dans 10 minutes. Ce matin le taxi, je suis là dans 10 minutes. Et voilà. Au bout de 20 minutes, t'es toujours pas là. Oui, mais en fait, c'est pas... Et encore une fois, c'est pas du manque de respect, c'est comme ça. C'est une façon d'être. C'est une façon d'être, quoi. On accepte et en fait c'est ça. Est-ce qu'on est prêt quand on s'expatrie à laisser de côté nos habitudes et à, entre guillemets, se perdre et à se laisser porter par le flot de ce nouveau pays-là ou pas. Ouais. C'est marrant parce qu'au début, moi, ça me challengeait beaucoup, ça. En fait, c'est très, très nouveau. Et par exemple, je me souviens, on va à l'assurance, on passe 1 heure à l'assurance, dit, bon, je vous rappelle. Nous a jamais rappelé. Rappellera pas. Rappellera pas. Faut que toi tu la rappelles. Et en fait, il faut juste simplement. Dans ma tête, je me dis, on a passé tellement de temps dans l'assurance que, évidemment, qu'elle va conclure le dossier. Et en fait, c'est juste des choses à anticiper. Ouais. Te dire, en fait, demande-lui sa carte, son numéro, c'est toi qui rappelle, c'est toi qui enchaîne. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, l'assurance n'arrête pas d'appeler là, c'est parce que la voiture est au garage, on a une voiture de remplacement. Faut être prêt à passer peut-être 10 coups de fil en tout pour. Oui. Voilà, alors c'est vrai que quand on n'est pas habitué, on se dit putain, mais. Ouais, pourquoi on me rappelle pas mais pourquoi. Et là. C'est mal géré. En fait, non, c'est pas le sujet, c'est pas que c'est mal géré. C'est comme ça, voilà, c'est comme ça ici. Comme ça. Et c'est pas bien, c'est le fonctionnement. Oui. Et toi, par exemple, on avait pris rendez-vous au garage 2 mois avant. L'assureur qui est avec nous, il a dit ah non là faut que tu les rappelles pour être sûr parce qu'il y a eu Noël, il y a eu les fêtes entre les deux. Ça a peut-être changé entre temps. Ouais, c'est ça. Parce que le garage n'existe plus. Enfin il y a plein de choses. Mais après ça c'est entre guillemets c'est un sens que tu apprends à développer. Par exemple tu vois j'avais besoin d'un service pour une personne qui devait rentrer dans un appartement. J'avais besoin qu'une personne qui passe pour faire un coup de nettoyage de propre et tout avant que l'arrivée de la personne. Et en fait, mais avant même qu'on termine cette conversation-là, je savais que la personne ne viendrait pas. Ouais. Je savais. La manière dont c'était tourné, c'est « T'inquiète, elle viendra demain. » Elle viendra pas. Elle viendra pas. Et effectivement, la personne n'est pas venue. Mais du coup... T'as capté. Et du coup, on a pu trouver des solutions, on a pu rebondir et faire en sorte que la prestation se fasse quand même avec quelqu'un d'autre. Ouais. Mais on sait... Et en fait, c'est pas une critique. Non, tu as tout à fait raison. Je prends un autre exemple. Je suis en train de faire un achat avec un financement ici à l'île Maurice. Et en fait, ça traîne, évidemment. Ouais. Et on te demande toujours les mêmes dossiers, les mêmes documents, même si tu les as déjà donnés. Et je sais aussi que, comme la dernière fois qu'on me les a demandés, c'était il y a 3 mois, je sais que quand ils vont me demander des documents, ils vont aussi me redemander. On va te redemander tout depuis le début. Exactement. et avec les 3 mois qui sont écoulés entre-temps de relevé bancaire, et comme ils me demandent tous les 3 mois, je prévois qu'ils vont me demander les 3 mois, puisqu'il y a 3 nouveaux mois qui sont écoulés. Donc voilà, il faut s'adapter, ça se fait. Certains disent que l'expatriation à Maurice, c'est réservé à des privilégiés, à des riches. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je dis que c'est faux. C'est faux parce que la première fois qu'on s'est expatrié, nous, on avait littéralement d'économies. On est parti avec... on a vidé nos livrets A, on avait 3 000 € pour acheter 2 véhicules. 3 000 € pour acheter 2 véhicules. Ouais, c'est pas beaucoup de... C'est léger. Ouais. Et on s'en est très bien sortis, on a réussi et voilà, donc non, je dirais pas. Il y a un coût. Alors, ce qui va être cher, c'est effectivement tout ce qui va être autour de l'expatriation. Si on veut partir avec un conteneur, si on veut louer une grosse maison, ce genre de choses-là, ça, effectivement, ça va être un coût. Même si on veut s'expatrier avec des animaux de compagnie, il faut savoir que c'est devenu très, très cher aussi. Par contre, effectivement, si on part avec, entre guillemets,
un budget. À l'époque, effectivement, avec 3 000 €, nous, on a réussi à se débrouiller. Maintenant, c'est plus vraiment le cas. Oui, c'est plus cher maintenant. Ouais, Il y a 3 000 € c'est un parce petit que- peu raide quand Ouais, même. c'est très raide, hein. Très très raide. On a franchement, avec le recul, on se dit, on a Ouais. bien géré. Ouais. Mais voilà, on s'en est sorti. Après, aujourd'hui, tu peux trouver une maison à combien au moins cher? Au moins cher, une maison dans le nord, tu arrives à trouver des maisons encore, des petites. Je dis petites maisons modestes aux alentours de 40 000 roupies. Donc ça fait 800 €. Ouais. Dans l'ouest, tu trouves pas. Y a À pas ce dans prix-là, l'ouest. non, Ouais. c'est difficile. Maison, surtout si c'est entre Tamarais et Rivière-Noire, franchement, sous les 2300 €, c'est difficile. Entre Tamarais et Rivière-Noire. 2300 €? 1200, 1300. Dans le 1003. Nord, si tu veux vraiment jouer au mode économe, tu peux trouver des petits apparts pour pas très cher, hein, encore. Les appartements, il y en a pas mal. Ou même Mais en dans fait, des Grand petites Bay. maisons modestes, par exemple, dans l'ouest, il n'y en a quasiment plus. Ouais, c'est fou, ça. En Ouais. location, et surtout pour les expats, en fait. En gros, il y a des biens, effectivement, qui sont mis en avant, etc. Donc, des maisons modernes, etc. Mais en fait, des petites maisons, en fait... il ne faut pas oublier que Tamarin et Rivière-Noire, c'est quand même des villages. Et en fait, souvent, quand il y a des petites pépites comme ça, bah, c'est souvent du bouche à oreille. Hmm. Donc en fait, c'est des biens qu'on verra pas Ça part passer très vite. parce que Oui. c'est écoute, finalement moi j'ai une cousine qui rend son appart, elle cherche une petite maison, tu pars quand? Je pars le mois prochain. Ah bah trop bien, et ça se fait comme ça. Mais Oui. donc en fait, c'est pas des marchés parallèles, mais il y a ce qu'on voit sur le net. Oui. Et puis, il y a la réalité. Par exemple, moi, quand j'accompagne des gens, justement, pour le logement notamment, ils me disent « Ah, mais moi, j'ai vu ça sur tel site. » Oui, alors il y a ça. Et puis, il y a aussi ce qui n'est pas sur le site. Et du coup, moi, j'ai accès, forcément, avec mes contacts, avec des choses qui ne sont pas en ligne. Ouais. Mais du coup, voilà. Alors, je ne sais pas comment ça a évolué sur les derniers mois, parce que bon, ça augmente aussi. Ça fait beaucoup. Mais j'ai Ça a l'impression qu'il y avait explosé. encore des maisons à bouche à oreille. Alors, c'est des maisons qui n'ont pas de terrain. C'est ça. C'est vraiment entre quatre murs. Bon, c'est assez c'est particulier, il faut voir, mais il y a des choses à 1 000 €. Ouais, même dans le moins. Nord, Mais piscine, dans le Nord, ouais, ouais. même à moins de 1 000 €, des choses ouais. très modestes. Ouais. À moins de 1 000 €, tu peux trouver. Ouais. Mais vraiment rare, tu peux trouver. Mais franchement, dans le Nord, ouais, ça va être aux alentours de 1 000 €. Et dans l'Ouest, ça va être au moins 1 000, 2 000, 3 000. Ouais. Après, si on veut vraiment un truc bien, nous, au final, on est à 1 006 ou 1 007, je crois. Et c'est très très bien. Oui, mais après, c'est moderne, très moderne, j'imagine. C'est à 10 ans, mais c'est vraiment construction c'est- pour les Européens. Ouais, c'est ça, Tu voilà. vois. C'est aux normes, entre Ouais. guillemets, européennes. Ouais, avec beaucoup de lumière qui rentre. Parce que ça aussi, c'est un sujet dans certaines maisons ici à Maurice. Oui. Ils font des petites fenêtres Ouais, c'est avec sombre. des grands couloirs. Et il peut vite faire noir dans certaines C'est maisons. vrai, c'est sombre. L'avant-dernière question, parce que je sais que tu as des rendez-vous après. Ça va. Pensez-vous qu'il y a un effet bulle avec l'augmentation des expatriés à Maurice? Est-ce qu'on est sur une bulle qui va exploser? Est-ce qu'on est sur une croissance qui est fixe? Est-ce qu'il y a un trend Maurice ou... Il y a un gros train de Maurice, ça c'est évident. Moi je m'en suis rendu compte en fait vraiment là dernièrement, parce qu'au départ comme je dis mon activité c'était vraiment que le voyage et le voyage de repérage. Et en fait après j'ai développé l'offre expat donc pour l'accompagnement à l'installation parce qu'en fait il y avait une demande, mais une demande vraiment où vraiment les gens quand moi j'étais avant de partir en fait les gens me disaient mais nous on cherche à s'expatrier, on hésite encore entre tel et tel pays, mais c'est vrai que Maurice est intéressant et effectivement il y a une grosse traîne Maurice comme il y a eu une traîne pour Dubaï, il y a eu le Portugal aussi à un moment donné, mais je pense que là la grosse traîne c'est Maurice quoi. Éclater je sais pas, ça va vraiment dépendre de ce qui se passe en termes Ouais. économiques. Mais... Moi, j'ai une petite idée de ce qui va se passer, c'est que si l'île Maurice continue sur cette bonne voie et qu'ils maintiennent leur attractivité, ce qui va se passer, c'est que ça va être plus difficile de s'installer. C'est ça. Et que les critères vont remonter comme c'était le cas avant le Covid, où il y a certains permis qui vont peut-être disparaître, où il y a certains permis comme l'investisseur où il va falloir remettre plus d'argent, les minimums vont remonter. Je pense que c'est la suite logique des choses. Puisqu'on est sur une île, hein, Oui. et une île, On ne peut pas accueillir par de défaut, façon illimitée. On va pas courser sur la mer, quoi. C'est ça. Donc, à mon avis, ouais, effectivement, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de sélection, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que je sens aussi. Oui. C'est souhaitable. Oui, Comme c'est ça, tu que souhaitable. de la clientèle et de l'habitant de qualité. Pour éviter que ton fils se fasse attraper par le bras. Exactement. Et du coup, Charlotte, je te remercie. On te remercie d'être passé dans notre podcast. Si tu avais un dernier conseil pour ceux qui hésitent encore à s'expatrier, qu'est-ce que tu leur dirais? N'hésitez plus.
Non, après voilà, effectivement, Maurice c'est une destination incroyable, mais l'expatriation, que ce soit à Maurice ou ailleurs, franchement, je crois que tu avais un invité justement qui est acupuncteur, qui avait Oui, Claire et Antoine. Ouais, Antoine qui avait dit c'est le plus beau cadeau que ses parents lui avaient fait. Quand il est parti au Japon à l'époque. Et je pense que c'est une incroyable opportunité de vie et de s'ouvrir à d'autres cultures. Donc non, je dirais foncez si vous le sentez, en réfléchissant à votre projet évidemment en amont. Hein, ne foncez pas non plus tête baissée. Mais si vous arrivez à construire quelque chose de viable, mais foncez, quoi. Parce qu'en fait, l'étranger, voilà, que ce soit à Maurice ou ailleurs, a tellement à apporter sur le plan humain, développement. Moi, je n'aurais jamais pensé que l'activité que j'ai commencée, pas vaguement, mais au début, au mois de janvier, sur un pari, aujourd'hui, soit aussi... Voilà, aussi bien lancé, bien démarré. Donc, franchement, foncez. Et Maurice, c'est une destination incroyable si on veut entreprendre. Oui. Créer des connexions avec les gens, c'est très facile. On rencontre vraiment les bonnes personnes rapidement. Et puis, les opportunités sont nombreuses, multiples. Et donc, non, si vous hésitez encore, n'hésitez plus, foncez. Excellent, merci. Des fois, on peut se dire, je m'expatrie, donc du coup, j'ai plus avoir d'amis, ça va être compliqué, ça va être difficile. Il faut vraiment ne pas vouloir voir personne pour ne pas se faire d'amis ici. Parce qu'il y a plein de choses qui sont... Même à l'école, nous, on n'y va pas parce que, bon, on est un peu aussi... On aime bien avoir un tout petit cercle. Mais il y a des galettes des rois. Il y a beaucoup d'événements, en fait, autour de l'école. C'est très vivant. Ouais. Puis il y a plein de fêtes sympas aussi qui regroupent. Tu as les fêtes de fin d'année, mais tu as aussi d'autres fêtes. Diwali. Là, il y a le Nouvel An chinois mercredi. C'est trop bien. Ouais. C'est génial. En fait, tu as toutes les fêtes ici. Oui. C'est cool. Surtout là, il va y avoir beaucoup là, entre fin janvier et février. Là. Ouais. Et nous, comme conseil, inscrivez-vous à notre challenge expatriation. Oui. Dans lequel on va vous expliquer comment vous offrir un cadre de rêve, un cadre de vie exceptionnel, un futur en sécurité, des impôts réduits, dans une sélection de pays, parce qu'il n'y a pas que Maurice, on n'est pas obligé d'aller à Maurice, il y en a plein, il y en a une quinzaine qu'on a identifié qui cochent les critères de sécurité, de bien-être, de fiscalité douce et de vie agréable. Inscrivez-vous, c'est gratuit, vous reverrez Charlotte aussi, et voilà, c'est tout, on vous embrasse, on fait des bisous. Bisous. Si vous avez aimé, vous partagez, vous commentez. Merci Charlotte. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci.